Bienvenue dans Labo d'Hippocrate. Je suis Léo, médecin en fin de formation et fondateur de H, un écosystème digital de prévention dont le premier outil sera bientôt votre assistant santé préféré, Hippocrate. Ici, avec des experts, on casse les idées reçues et on vous donne les clés simples pour mieux comprendre votre santé et prendre soin de vous au quotidien. C'est parti pour l'épisode du jour. Camille Hugo, bonjour, bienvenue dans le Labo d'Hippocrate. Comme à mon habitude, je vais vous demander de vous présenter un petit peu avant qu'on commence le sujet du jour. Bonjour, Laura. Honneur d'âme. Bonjour à tous, moi je suis Camille Ringot, je suis médecin psychiatre spécialiste des troubles des conduites alimentaires. Je travaille dans un service de nutrition clinique qui accueille des patients qui souffrent de troubles des conduites alimentaires avec des complications médicales souvent très graves et des états de dénutrition assez sévères, le tout en région parisienne. Et moi, je m'appelle Hugo Saoudi, je suis également médecin psychiatre avec une formation initiale en addictologie. Aujourd'hui, je travaille dans un service de la Fondation Santé des étudiants de France, le service de santé mentale de l'adolescent et du jeune adulte, dans lequel on reçoit, je suis plus spécifiquement sur l'hôpital de jour de ce service, qui est un hôpital de jour un peu particulier, puisque c'est un format intensif où on reçoit des jeunes qui souffrent majoritairement d'anorexie mentale et on se place en alternative à une hospitalisation à temps complet pour une prise en charge assez globale autour d'un certain nombre d'objectifs, dont une renutrition qui permet d'arriver vers un état de santé plus proche qui permet d'atteindre la guérison. Et voilà, donc un service de la Fondation Santé des étudiants de France, comme je le disais tout à l'heure. Et on peut également nous retrouver tous les deux sur les réseaux sociaux. Moi sur le compte Instagram doc.tca. Et moi sur les comptes Instagram, YouTube de Docteur Mentali. Ok. Et le compte Tout sur les TCA, c'est vous qui le gérez aussi ou vous êtes juste en collaboration parfois aussi avec eux? On fait partie de la Fédération française d'anorexie boulimie qui gère le compte Instagram Tout sur les TCA, donc qui représente la Fédération française d'anorexie boulimie, et on fait partie du coup des personnes qui gèrent ce compte. Ok, Mais d'accord. on n'est pas tout seul dessus. Vous n'êtes pas tout seul. Ça Ok. représente vraiment, c'est l'organe de communication Instagram et TikTok, globalement de la Fédération française d'anorexie boulimie, qui est la société savante de référence dans les troubles des conduites alimentaires, dont on est membre du conseil d'administration, mais on est simplement membre du conseil d'administration. Ok, ça marche. Ça va être du coup l'épisode un peu du jour, la thématique du reste, donc les troubles du comportement alimentaire. Donc on a déjà abordé un peu le rapport à l'alimentation avec Nicolas dans un autre épisode qu'on vous mettra en description. Et là, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, dans le sens où on va essayer d'aller taper un petit peu plus dans les différents cadres, que ce soit l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie. Et je vais commencer un peu par la question que je pose à chaque fois, question un peu bête, un peu simple. Qu'est-ce que c'est des troubles du comportement alimentaire? Alors, les troubles on préfère aujourd'hui, dans la mesure du possible, parler de troubles des conduites alimentaires en France plutôt que de parler de troubles du comportement alimentaire, même si en soi ça change pas forcément énormément de choses. Tout ça pour dire que c'est pas uniquement le comportement qui va être altéré, mais il va y avoir tout un corpus de symptômes qui comprennent à la fois le comportement, mais aussi un certain nombre de croyances autour de l'alimentation et qui vont se traduire par justement un comportement alimentaire qui se perturbe. Globalement, si on doit recenser l'ensemble des troubles des conduites alimentaires, les troubles des conduites alimentaires, c'est des perturbations significatives de la prise alimentaire, que ce soit en termes de quantité, que ce soit en termes de rapport à l'alimentation. C'est des perturbations qui sont permanentes, durant un certain temps en tout cas, qui sont difficiles à contrôler et qui vont entraîner une souffrance significative chez la personne qui en souffre. Ça va entraîner entre autres des difficultés au niveau social, avec une forme d'isolement parce que on peut avoir des sentiments de honte, de culpabilité ou des difficultés à montrer la manière dont on mange en public, mais ça va aussi entraîner des difficultés psychiques, des difficultés physiques pour certains de ces troubles, avec des différences évidemment entre les différents types de troubles. Pour justement, on va essayer de détailler là cette fois-ci ce qu'on n'avait pas fait avec Nicolas, les différents. Alors, moi j'en ai pris 3 catégories différentes un petit peu. Je pense que, alors on verra ça peut-être un peu plus tard ou même dès maintenant, tout s'entremêle un petit peu avec sûrement des phases parfois d'évolution un peu entre différents troubles. Est-ce qu'on peut reprendre justement les 3 principaux troubles qu'on rencontre dans les troubles des conduites alimentaires? Parmi les TCA, on va avoir 3 entités principales.
Donc, parmi les 3 entités principales, il y a l'anorexie mentale, la boulimie nerveuse et l'hyperphagie boulimique. Mais après, il existe aussi d'autres troubles des conduites alimentaires et d'autres formes plus atypiques, moins complètes, qui vont aussi être à prendre en compte dans les troubles alimentaires. Parmi les 3 entités du coup principales, sont définies à chaque fois. Du coup, il y a l'anorexie mentale, c'est celui qu'on a peut-être le plus en tête. Il y a aussi beaucoup, malheureusement, d'idées reçues sur ce trouble, avec beaucoup de croyances sur le fait que ça touche que les ados, que ce serait un caprice, que ça touche que les femmes, que ce serait juste une question de vouloir perdre du poids, de faire un simple régime et voilà, de maintenir un régime. Il y a beaucoup de croyances sur les troubles alimentaires. Donc, pour essayer de les définir de façon assez simple, l'anorexie mentale, donc c'est un trouble qui va engendrer des restrictions alimentaires. Donc, on va se restreindre au niveau de l'alimentation, ce qui va impliquer du coup une perte de poids pour atteindre un poids qui est significativement plus bas que la norme attendue pour la personne. Et ça va être associé à d'autres symptômes, par exemple le fait d'avoir une perturbation de son image corporelle, donc de pas se voir tel qu'on est réellement. Souvent, la personne va se surestimer par rapport à sa silhouette réelle et ne pas voir son état de dénutrition. On peut aussi avoir un déni des troubles, un déni de la maladie ou un déni de la gravité de la maladie. Et à ça va s'ajouter une peur intense de prendre du poids, de devenir gros et une volonté finalement à perdre du poids et à contrôler l'alimentation. Donc ça, c'est les symptômes un petit peu principaux de l'anorexie mentale: la restriction, un poids inférieur à la norme, une peur de grossir et des perturbations de l'image corporelle, pour faire assez simple. Et ça touche majoritairement les femmes, mais ça touche aussi les hommes. Donc ça, c'est aussi important de le dire. Ça va plus, de façon, au niveau de la prévalence, on va avoir plus une apparition de ces troubles-là pendant l'adolescence. Mais après, encore une fois, ça peut arriver chez tout le monde, à n'importe quel âge. On peut avoir des formes très précoces d'anorexie mentale, en prépubère, et on peut avoir des formes plus tardives d'anorexie mentale aussi, des personnes qui vont développer ça après une grossesse, à la ménopause ou sur des événements de vie. Enfin voilà, il y a plein de moments aussi autres dans lesquels on peut développer une anorexie mentale. Voilà. Pour l'anorexie mentale, du coup, il va y avoir cet épisode de dénutrition relative à l'état de santé initial de la personne. Et si on continue sur un continuum qui va de la dénutrition jusqu'à l'obésité, on va passer donc de l'anorexie mentale, pour laquelle il y a 2 sous-types aussi, qu'on décrit 2 sous-types, en tout cas dans les classifications, en particulier la classification américaine qui est le DSM, le manuel statistique diagnostique qu'on utilise beaucoup en recherche, en particulier en psychiatrie. On décrit vraiment 2 formes, avec une forme dite restrictive, avec uniquement des conduites de restriction alimentaire, et une forme dite purgative, avec des conduites de purge et parfois avec des crises de frénésie alimentaire, qui ressemblent pas mal à la deuxième entité, du coup la boulimie nerveuse. Mais la boulimie, il va en général pas y avoir cette perte de poids aussi importante. Et donc on va plutôt avoir des gens qui vont rester à poids normal, mais qui vont souffrir de perturbations de leur rapport à l'alimentation, du type il va y avoir des crises de frénésie alimentaire, des crises d'hyperphagie, où les gens vont manger beaucoup plus que ce qu'ils avaient prévu initialement, et vont manger de très grandes quantités de nourriture en une courte période de temps, en dehors des repas en général, avec des conduites de compensation. Une fois que cette crise d'hyperphagie est arrivée, il va y avoir on va chercher à mettre en place des moyens pour limiter l'impact que va avoir cette prise alimentaire sur le poids. Et donc, on va avoir des gens qui vont avoir une alternance entre des crises d'hyperphagie et des conduites de compensation, telles que l'activité physique excessive, les vomissements, les prises de laxatifs, de diurétiques ou la restriction alimentaire. Ces éléments visent à calmer déjà l'anxiété liée à la prise alimentaire, mais aussi à limiter le risque sur la prise de poids. Pour qu'on puisse poser le diagnostic de boulimie nerveuse, il faut que ces crises elles soient répétées à hauteur de au moins une fois par semaine pendant au moins 3 mois. C'est-à-dire que faire une crise de boulimie de temps en temps, y compris s'il y a des conduites de compensation, en théorie, on ne peut pas poser le diagnostic de boulimie, ou en tout cas de poser ce diagnostic-là. On peut poser des diagnostics de boulimie plus atypiques.
Et par ailleurs, il va également y avoir un impact sur la perception de soi, sur l'image de soi, sur l'estime de soi. Et on décrit que l'estime de soi est très corrélée aux formes du corps. Et un point qui va être important la crise d'hyperphagie en soi, qu'on retrouve dans la boulimie et qu'on va retrouver, donc on a retrouvé aussi dans certaines formes d'anorexie mentale et qu'on va retrouver dans l'hyperphagie boulimique, c'est vraiment la sensation de perte de contrôle. Ça fait partie vraiment des critères. Les patients le décrivent très bien. Il y a une absorption très importante de nourriture sur une courte durée, donc moins de 2 heures souvent. Enfin, ce qui est décrit, c'est pour les critères, c'est moins de 2 heures, avec vraiment cette sensation de perdre le contrôle sur ce que je suis en train de manger, et des patients qui vont décrire vraiment des moments où ils peuvent aller chercher des aliments congelés, des aliments pas cuits, pas cuisinés en fait, parce qu'ils ont besoin de se remplir. Donc c'est vraiment, faut vraiment avoir ça en tête. C'est pas je finis un paquet de gâteaux et j'ai mangé tout le paquet de gâteaux et du coup j'ai fait une crise de boulimie, parce qu'on a souvent cette croyance-là que ça peut être ça, une crise de boulimie. En fait, non, c'est des quantités plus importantes. Ça s'arrête pas un paquet de gâteaux, ça s'arrête pas en fait. Il y a vraiment une perte de contrôle qui va s'arrêter. La prise alimentaire va s'arrêter à partir du moment où la personne elle va être mal au point d'arrêter de manger parce qu'elle en peut plus, au point de vomir, au point d'être hyper douloureuse en fait. Donc Ou quand elle va être surprise. ou si elle est surprise, ou si effectivement, ou si il y a vraiment plus rien à manger. Mais, voilà, c'est vraiment des états dans lesquels ils sont dans un état un peu second et avec vraiment cette sensation de perte de contrôle et, de quantité vraiment très importante de nourriture. Ok. Donc voilà, pour la boulimie, c'est juste ça. Et dans la boulimie, si on continue par rapport à l'anorexie mentale, ça touche plus les femmes que les hommes. C'est 8 femmes pour Oui, entre 8 et 9. entre 8 et 9 femmes pour un homme. La boulimie, il va y avoir plus d'hommes touchés, même si ça reste majoritairement les femmes, il va quand même y avoir en proportion plus d'hommes touchés. Donc, et ça, Plutôt aux alentours de 3 femmes pour un homme environ ça. pour la boulimie. Et en fait, plus on avance dans les troubles et plus les hommes sont touchés aussi. Si on va dans ce spectre-là de dénutrition vers le surpoids puis l'obésité, on arrive sur la troisième entité qui finalement est la plus fréquente des troubles des conduites alimentaires. Et ça, c'est pas du tout connu. C'est l'hyperphagie boulimique. Et l'hyperphagie boulimique, ça va être des personnes qui vont être du coup en surpoids, voire en situation d'obésité, parce que il va y avoir une répétition de crises d'hyperphagie, donc de la même manière que la boulimie, c'est les mêmes types de crises d'hyperphagie avec perte de contrôle, des quantités astronomiques, etc., qui vont se répéter au moins une fois par semaine pendant au moins 3 mois. Et par contre, à la différence de la boulimie, on va avoir des personnes qui vont être très en souffrance et très en difficulté à la fin de la crise, mais qui ne vont pas compenser cette crise. Et du coup, en fait, ils vont répéter entre des prises alimentaires, ils vont répéter des crises d'hyperphagie et prendre du poids du fait de ces crises d'hyperphagie qui sont répétées. Et on estime, pardon, que chez les personnes qui souffrent d'obésité, il y a, alors j'ai plus le pourcentage exact en tête, mais je sais plus si c'est 15 ou 40%, mais il y a une portion en tout cas significative des personnes qui souffrent d'obésité qui souffrent également d'hyperphagie boulimique qui n'est ni diagnostiquée ni traitée. Et qui malheureusement, si elle est traitée pardon. Je dis parce que intégré, on se dit comme les gens sont obèses, forcément ils mangent beaucoup sans que ce soit un problème en tant que tel, quoi. Ouais. Ça Le fait problème, partie c'est des que idées reçues qui sont véhiculées également sur l'obésité, du même ordre d'idées que c'est un truc qu'on entend aussi assez souvent. Hein. Les personnes qui souffrent d'obésité, c'est des gens qui manquent juste de volonté et qui n'ont pas la volonté de se bouger un peu et de manger mieux et de manger moins. Non, ce sont des maladies multifactorielles dont l'hyperphagie boulimique peut être un des déterminants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on traite l'obésité avec des méthodes qu'on apprend en médecine de façon assez classique, de rééquilibrage alimentaire, de régime malheureusement restrictif, plus ou moins drastique, mais l'idée c'est quand même d'avoir une restriction alimentaire dans ces situations-là. C'est souvent ce qui est appliqué, ce qui est proposé, en plus de l'activité physique, etc. Et ça, malheureusement, si la personne elle souffre d'hyperphagie boulimique qui n'a pas été diagnostiquée, ça va être contre-productif. Ça a vraiment majoré les symptômes de l'hyperphagie boulimique. Donc en fait, le risque, c'est que la personne elle prenne plus de poids encore, que ça va pas du tout être une solution pour cette personne-là. Donc la prise en charge, elle est tellement différente aussi en fonction du diagnostic, de l'origine de l'obésité,
des origines de l'obésité que il faut faire attention à ça. Et je pense que c'est une des choses qui devrait être diagnostiquée de façon beaucoup plus automatique dans les situations d'obésité avant d'enclencher une prise en charge, un traitement. Mais pour ça, il faudrait que les médecins soient formés. C'est ça, tout à fait. Pour ça, il faudrait que les médecins soient formés pour repérer ça et adapter la prise en charge en fonction de la pathologie qu'il y a trouvée. Et est-ce que dans les, je pense au parcours bariatrique, avant chirurgie, avant tout ça, est-ce que c'est dépisté ou pas? C'est Normalement, censé oui. l'être. Normalement, c'est dépisté. Après, en pratique, dans les services hospitaliers publics, c'est souvent fait. Dans les cliniques, beaucoup moins. Et un patient qui souffre malheureusement de troubles alimentaires et qui aurait une contre-indication à la chirurgie bariatrique dans ces cas-là, si elle a vraiment envie de faire une chirurgie, trouve les moyens de faire la chirurgie et de trouver un chirurgien finalement qui accepte d'opérer malgré les conséquences dramatiques que ça peut avoir. Ouais, bien parfois en lien aussi avec le manque de formation ou les formations qui sont incomplètes, on peut tout à fait ne pas repérer, ou il suffit que la personne sache quoi répondre dans les questionnaires pour éviter qu'on pose ce genre de diagnostic pour pouvoir bénéficier aussi de ce type de chirurgie. Voilà, en tant que patient, si on a vraiment, et de toute façon, on peut comprendre, il y a vraiment une difficulté par rapport à son image corporelle, la personne elle est en souffrance, elle est en situation d'obésité, elle se dit que c'est une des solutions et que c'est une des solutions qui fonctionne, c'est la solution. que c'est la solution. Même s'il y a des troubles alimentaires, je pense que de ne pas l'évoquer pour pouvoir accéder à cette solution-là, je pense que ça peut s'entendre pour la personne qui est en souffrance, quoi. Et le problème, c'est qu'effectivement, derrière, il peut y avoir des grandes complications post-chirurgie. Donc, il y a besoin vraiment d'un suivi très rapproché sur le plan psychologique, psychiatrique, diététique. Et c'est rare, enfin, c'est fait, mais c'est rarement fait correctement. Et aussi en lien avec le manque de formation de professionnels de santé, mais avec le manque de professionnels tout court. Et un autre élément aussi dont on n'a pas parlé, c'est que là on parle du continuum autour de la question du poids et de cette idée qui aurait une pathologie qui correspond plutôt à la dénutrition, une pathologie qui reste plutôt à poids normal, une pathologie qui reste plutôt qui correspond plutôt au surpoids, à l'obésité, mais que dans la réalité, ce qu'on voit, c'est qu'il peut y avoir aussi une forme de continuum entre ces différents types de troubles, avec des gens qui en fonction de plein de facteurs différents. On va en aborder un certain nombre, j'imagine, dans le podcast aujourd'hui, mais qui peuvent éventuellement être amenés à développer une anorexie, puis des conduites boulimiques, puis des conduites hyperphages, parce que sur une forme de fatigue, il y a moins de compensation, parce que les compensations sont plus ou moins efficaces. Et donc, il peut y avoir comme ça une forme de continuum, y compris dans le sens de l'hyperphagie boulimique et donc d'une chirurgie bariatrique qui viendrait altérer aussi les sensations alimentaires et qui peut derrière déboucher sur une anorexie mentale. En pratique, on en voit, enfin moi dans le service dans lequel je travaille, effectivement, on voit des patients qui étaient sur des formes d'hyperphagie boulimique, qui ont été opérés et qui se retrouvent dans des états de dénutrition extrêmes avec des formes d'anorexie mentale qui sont pas dites typiques parce que il n'y a pas forcément tous les critères. La personne, elle peut être extrêmement dénutrie, mais avec un poids finalement normal, puisqu'elle est partie d'une obésité majeure, mais avec tous les symptômes de l'anorexie mentale, en fait, et toutes les complications de la dénutrition qu'on peut retrouver. En tout cas, c'est des solutions complexes qui pas recommandées, en tout cas, qui sont contre-indiquées dans les troubles alimentaires, mais qui peuvent engendrer d'autres complications derrière, quand elles sont faites quand même. Ouais, complètement. Petite pause pour vous parler de H, l'écosystème digital de prévention que nous construisons. Son premier outil, en cours de développement, sera Hippocrate, votre futur assistant santé qui vous aidera à prendre soin de vous au quotidien. Pour en savoir plus, rendez-vous sur h-solution-avec-s.fr, h-solution-avec-s.fr. C'est parti, on peut reprendre l'épisode. Donc, on a refait un petit tour là un peu des 3 cas nosologiques. Là, juste au niveau de la prévalence sur la population générale, on considère qu'il y a combien de pourcentage de la population qui souffre de troubles des conduites alimentaires? C'est une question qui est assez complexe parce que globalement, les troubles des conduites alimentaires constitués, ça va toucher entre 5 et 6% de la population générale, avec
des prévalences qui sont assez variables sur les 3 entités diagnostiques qu'on a citées là. Plutôt moins, alors assez paradoxalement, parce que c'est vrai que vu le temps passé à parler des différents sujets dans les médias en particulier, on imaginerait que l'anorexie mentale, c'est la pathologie dont les gens souffrent le plus, et l'hyperphagie boulimique, celle dont les gens souffrent le moins, alors que c'est très exactement l'inverse. Les gens, il y a environ 3 à 5% de la population générale qui souffre d'hyperphagie boulimique. 1,5, entre 1,5 et 2% de personnes qui souffrent de boulimie et environ 1% de personnes qui vont souffrir d'anorexie mentale au cours de leur vie. Avec, comme je disais tout à l'heure, des continuums entre les différents types de pathologies. Et tout ça, c'est sans compter les troubles dont on n'a pas parlé là, mais qui sont moins symptomatiques, qui rentrent pas tout à fait dans les cases, ou l'anorexie mentale atypique dont parlait Camille tout à l'heure, avec des gens qui vont souffrir d'une anorexie mentale, mais qui vont rester à poids normal par rapport aux normes populationnelles, mais parce qu'ils partent de plus haut. Et on ne parle pas non plus de tout ce qui est non diagnostiqué, enfin qu'on ne peut pas vraiment diagnostiquer en tant que tel aujourd'hui, comme l'orthorexie par exemple, qui fait pas partie des troubles à proprement parler dans les classifications qu'on utilise aujourd'hui. Et quand on parle de perturbations alimentaires ou de symptômes alimentaires, il y aurait environ 15% des hommes, 20% des femmes, soit environ 17% de la population générale, qui souffriraient de symptômes de troubles des conduites alimentaires. Et ça, c'est tiré d'une revue de littérature de l'équipe de Rouen, de Galvich et Hall, qui recense en fait l'évolution des prévalences des troubles des conduites alimentaires sur la période de 2000 à 2018, soit pré-Covid. Et on a la forte sensation, et il n'y a pas que la sensation clinique, il y a des études également épidémiologiques qui le montrent, que le Covid a très fortement augmenté la demande de soins, tant sur le plan de la pression qui se fait sentir au niveau des hôpitaux avec une probable augmentation de la prévalence, même si pour le coup on n'a pas forcément de chiffres de prévalence actualisés aujourd'hui en 2025. Et donc, en tout cas, on ressent une forme d'augmentation de la prévalence et une aggravation des personnes qui étaient déjà malades au moment du premier confinement en particulier, ce qui a participé également à l'augmentation de la pression hospitalière. C'est énorme. Vraiment, c'est beaucoup. c'est bizarre. C'est beaucoup, et il y a, en plus de ça, énormément de gens qui sont sous ou pas diagnostiqués. Quand on regarde les chiffres, pareil, on considère qu'il y a environ 1 personne sur 2 qui aurait besoin de soins et qui ne peut pas bénéficier aujourd'hui d'un diagnostic eu égard au manque de structure, eu égard au manque de praticiens formés, eu égard à la difficulté d'accès aux soins pour les troubles des conduites alimentaires aujourd'hui, à minima sur le territoire français, mais je suis pas certain que ce chiffre-là soit spécifique à la France. Donc c'est un peu d'où la nécessité d'en parler, de communiquer dessus pour rendre ça aussi plus réel entre guillemets, que ce soit pour les institutions qui gèrent les hôpitaux et tout le reste, et pour les familles, pour les gens aussi, parce que je pense que ça passe la prévention passe forcément par l'information. Pour les personnes qui souffrent, c'est aussi comprendre que c'est une maladie, que c'est pas des symptômes qui viennent de leur volonté ou peuvent maîtriser. Et du coup, ça fait aussi la différence sur la prévalence constatée. Parce que si les gens ne vont pas consulter ou ne pensent pas que c'est un problème et que c'est une maladie, ils restent avec ça et les sous-diagnostiquent aussi. Ce qui rejoint vachement la question de l'information, puisque le fait d'être peu informé, le fait d'avoir peu de connaissances globalement sur un sujet fait qu'on est beaucoup plus sensible aux idées reçues et que du coup, on va être beaucoup plus sujet à être stigmatisé. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui dépasse très largement la question des troubles des conduites alimentaires, puisqu'on va retrouver sensiblement le même genre de phénomène pour le racisme, pour l'homophobie. À partir du moment où on ne connaît pas, on va être plus sensible à être justement à être plus sensible aux idées reçues qu'on entend sur les différentes personnes. Et en fait, cette stigmatisation, pareil, on sait très bien que, ces idées reçues font le lit d'une forme de stigmatisation, et cette stigmatisation empêche l'accès aux soins. Et justement, pour continuer dans cette idée d'information un petit peu, je pense que c'est une chose que beaucoup de personnes se demandent, que ce soit les patients ou bien même les familles et tout ça. Est-ce qu'on sait la cause de l'apparition des troubles du comportement alimentaire? Alors je me doute que c'est multifactoriel, mais est-ce qu'on a identifié certaines choses quand même qui reviennent assez fréquemment? Pour parler des causes des troubles alimentaires, donc, il n'y a effectivement pas une cause. Pour tous les troubles alimentaires, c'est la même chose. C'est une origine multifactorielle. Et en fait, ce qu'on décrit pour expliquer ça de façon très
plus simple, c'est que en fait, on va avoir une trajectoire de vulnérabilité. On va avoir une personne qui va avoir plus ou moins de facteurs de vulnérabilité au développement des troubles alimentaires, qui vont former en fait un terreau plus ou moins fertile au développement des troubles alimentaires, sur lequel va s'ajouter en fait des facteurs déclenchants. Il peut y en avoir un, il peut y en avoir plusieurs, qui va mettre en place le symptôme et auxquels vont s'ajouter des facteurs d'entretien. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on le définit, les facteurs d'entretien qui vont faire que la maladie va se développer sur le long cours et être du coup de s'entretenir et du coup être un trouble des conduites alimentaires à proprement parler, diagnostiquer une maladie. Et donc, on a ces 3 composantes-là qui sont nécessaires finalement au développement du trouble des conduites alimentaires. Les facteurs de vulnérabilité, les facteurs déclenchants, les facteurs d'entretien. Et donc après, on peut reprendre ces différentes catégories pour parler un petit peu de ce qui est plus fréquent éventuellement. Et dans les facteurs de vulnérabilité, ce qui est retrouvé, c'est plus toi qui en parles que moi. Donc je t'ai laissé. En fait, la trajectoire de vulnérabilité, elle est définie par un certain nombre de déterminants qu'on connaît en santé publique sous le nom de déterminants de santé, qui vont de facteurs environnementaux jusqu'à des facteurs environnementaux très larges, la société dans laquelle on vit, qui est le véhicule d'un certain nombre d'idées, d'un certain nombre d'idées reçues, d'un certain nombre de croyances, d'un certain nombre de comportements qui sont plus ou moins valorisés. En allant de proche en proche, on finit par arriver jusqu'à des facteurs beaucoup plus individuels comme l'estime de soi, le vécu de certains traumatismes, etc. Et l'ensemble en fait de ces facteurs pris dans leur ensemble, ces facteurs vont déterminer la trajectoire de vulnérabilité qui est composée à la fois de facteurs dits de risque et de facteurs protecteurs. Parce que deux personnes avec qui vont traverser des épreuves similaires dans leur vie ne vont pas nécessairement développer le même type de pathologie. Parfois, il y en a même qui ne vont pas développer de pathologie du tout, y compris s'ils traversent des événements traumatiques, parce qu'ils vont avoir dans leur propre trajectoire de vulnérabilité, exposé, merci, c'est le bon terme, j'avais pas celui qui me venait, exposé à plus de facteurs protecteurs qu'à des facteurs de risque. En revanche, il y a quelques éléments qu'on va retrouver de manière très significativement associée. Pour le coup, dans la littérature, il y a une revue de littérature que j'aime bien, qui est une overview, une umbrella review, pardon, qui est une méta-analyse de méta-analyse, vraiment un gros truc, qui a été publié en 2021 ou 2022, j'ai un doute sur la date, de l'équipe de Solmi, qui est publié dans un journal brésilien, qui recense sur les facteurs de risque des troubles des conduites alimentaires et qui retrouve de manière très significativement associée aux troubles dits purgatifs, donc la boulimie nerveuse et l'hyperphagie boulimique. Désolé, nous avons un intrus à domicile. Donc pour l'hyperphagie boulimique et la boulimie, on va retrouver de manière significative associée des agressions sexuelles. Et pour l'ensemble des troubles des conduites alimentaires, on va retrouver associé de manière significative le facteur de risque fat talk. Le fat talk, c'est ce qu'on pourrait qualifier de harcèlement corporel. En gros, les personnes qui vont être moquées, qui vont être mises à l'écart, qui vont subir des réflexions, des remarques sur leur corps, et en particulier sur le fait que leur corps est considéré comme différent parce que trop gras, parce que difforme, qui correspondrait pas à un idéal et à des normes qui est véhiculé par notre société. Tout à fait. Et en dehors de ça, il va y avoir un certain nombre d'autres types de facteurs de risque qui atteignent pas forcément le seuil de significativité dans l'Umbrella Review, mais qui sont l'internalisation de l'idéal de minceur, les difficultés de gestion émotionnelle, les conduites de restriction alimentaire, qui vont être plus ou moins associées aux différents types au développement des différents types de troubles. Mais attention à ce que je dis, parce que ce n'est pas parce que un facteur est significativement associé au développement d'un trouble que la personne qui a vécu ce facteur va développer ce type de trouble, premièrement. Et deuxièmement, ce n'est pas une cause non plus. Ce n'est pas parce que il n'y a aucune systématicité dans l'association entre les deux. Il y a une association significative où on augmente très largement le risque de développer ce type de trouble. Sur ce terrain de vulnérabilité-là, on va avoir du coup derrière des facteurs déclenchants. Et parmi les facteurs déclenchants assez fréquents qu'on retrouve en pratique clinique, c'est principalement les régimes amaigrissants qui vont être responsables du développement donné des troubles, de l'apparition de symptômes.
ou une forme de déficit calorique qui peut être aussi, qui peut prendre la forme d'une augmentation de l'activité physique. Mais globalement, avec des gens qui vont chercher à modifier leur apparence. Mais alors, j'avance par rapport à ce que j'avais prévu, mais la question me vient de toute personne qui cherche à modifier son apparence parce que ça ne lui plaît pas ou autre, est à risque de développer des comportements alimentaires où ça reste quand même sur des régimes vraiment drastiques, sur des augmentations majeures de l'activité physique, parce que je pense que ça peut peut-être faire peur un peu à ceux qui nous écoutent aussi. Tant mieux. C'est pas une question facile parce que encore une fois, si on revient sur cette question de trajectoire de vulnérabilité, la vraie question à se poser, c'est pourquoi est-ce que la personne a envie de modifier son apparence. À partir du moment où on a besoin de faire on a tous besoin de faire de l'activité physique, par exemple. On a tous besoin de bouger, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose qui est bon pour la santé. On a besoin de bouger. On recommande d'ailleurs de marcher au moins 30 minutes par jour pour être en meilleure santé. Mais à partir du moment où on cherche à avoir des modifications de son aspect physique à cause de complexes qui vont entraîner derrière des comportements soit restrictifs, soit des comportements sportifs ou d'activité physique qui sont inadaptés par rapport à notre besoin, qui sont trop importants par rapport à notre besoin, et ou pour lesquels il va pas y avoir ce mouvement de balancier, parce que quand on augmente son activité physique, on augmente ses dépenses. Et pour pouvoir fonctionner de manière adaptée, il faut qu'on augmente les apports de manière assez logique pour rester à une forme d'équilibre. Ce qui va aussi avoir pour effet secondaire de modifier la silhouette parce que quand on augmente ses dépenses, on favorise plus le fait d'utiliser certains muscles, par exemple, quand on commence à faire de l'activité sportive. Ça va être un effet secondaire, le fait de modifier son corps. Mais si on veut rester en bonne santé, on doit aussi augmenter ses apports de manière significative en lien avec l'augmentation des dépenses. Néanmoins, le fait d'être tellement en difficulté avec son image corporelle qu'on doit avoir recours à une forme de régime amaigrissant, qu'on doit avoir recours à une forme d'augmentation importante de l'activité physique parce qu'on est focalisé sur certains endroits de son corps et ou parce que on sent qu'on a besoin pour augmenter son estime de soi, par exemple, de répondre à certains critères d'apparence qui sont déterminés par autre chose que soi-même, ça doit poser la question de est-ce qu'on le fait pour de bonnes raisons ou est-ce qu'on le fait pour des raisons qui sont en fait extérieures à nous et qui risquent de nous entraîner vers des conduites alimentaires qui se perturbent. On va pas nécessairement, et y compris les gens qui le font pour de mauvaises raisons entre guillemets, pour des raisons extérieures à eux-mêmes, ils vont pas nécessairement développer des troubles de conduite alimentaire. En revanche, tout ça, c'est sur le lit d'une forme d'insatisfaction corporelle qui, elle, est un des facteurs également de risque de développer des troubles de conduite alimentaire. Et donc, si on ajoute ensemble les différents facteurs de risque avec des modifications du comportement alimentaire avec une restriction de l'alimentation, une augmentation de l'activité physique, une insatisfaction corporelle, des difficultés d'estime de soi et qu'on pense qu'on peut être amené à corriger ces difficultés d'estime de soi avec une modification de son aspect corporel, on commence à augmenter la fertilité du terreau. Je pense que la question elle est hyper complexe parce que il y a plein de personnes qui viennent nous voir au cabinet ou autre, ou même moi j'évolue pas mal dans le milieu sportif aussi. La majorité des personnes qui se mettent au sport, c'est pour un changement d'apparence physique et c'est jamais quasiment pour améliorer sa santé et se sentir mieux, quoi. Et j'ai l'impression que et ça me fait poser la question justement de est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est le changement un peu d'image corporelle qu'il y a eu sur les 15, 20, 30 dernières années? Est-ce que on a une idée un peu de pourquoi on est devenu autant attiré par le corps et par son aspect et pourquoi c'est devenu aussi important? Alors, il faudrait demander à un sociologue, je pense, pour avoir une réponse qui soit un peu claire et étayée à cette question-là. Ce qu'on peut dire de manière assez franche, c'est que les réseaux sociaux ne sont pas la cause de ça, mais que comme un petit peu tous les phénomènes qui sont aujourd'hui amplifiés par les réseaux sociaux, ça a été un accélérateur.
ça a été un accélérateur d'une société qui était déjà obsédée par l'image avant leur apparition. Et il y a qu'à regarder il y a certains comptes sur Instagram qui le font très bien, de recenser un certain nombre d'anciennes émissions de télé, d'anciennes séries, d'anciennes couvertures de magazines, qui reprennent justement cette obsession qu'on avait déjà, cette obsession assez maladive qu'on avait déjà sur le poids, les formes, l'apparence corporelle des stars, leurs changements corporels quand elles tombaient enceintes, les pertes de poids impressionnantes. Et donc c'est quelque chose qui, je pense, était déjà là avant. Et si, alors là pour le coup, je pars dans une interprétation très personnelle, mais si on remonte à encore plus loin, la question des corps, même quand on regarde les sculptures antiques, c'est des choses qui ont toujours été représentées d'une manière assez normée. Et j'imagine bien que tous les Grecs ne ressemblaient pas à des dieux grecs qu'on a sur les structures. Ouais. Donc, il y a toujours eu finalement une importance accordée à l'apparence physique et à certains critères esthétique, de beauté, qui ont évolué avec le temps, mais qui du coup engendraient pour certaines personnes, pas tous, mais une insatisfaction corporelle et un besoin d'aller mettre en place des conduites pour atteindre cet objectif. Et si l'objectif là ces dernières années est d'être beaucoup plus musclé, d'avoir un corps beaucoup plus musclé, on va plus facilement, j'imagine, se tourner vers des activités sportives qui me permettent de modifier mon apparence corporelle et du coup ma musculature. Alors que c'était peut-être pas le cas il y a 10 ans. Il y a un bel exemple de ça, c'est l'évolution pour le coup qu'on a vécu nous, qui commençons à avoir un tout petit peu de bagage à l'approche de la quarantaine. On a vécu l'évolution de la manière dont les gens appréhendent justement le sport, avec l'évolution et le boom des salles de sport. Oui. Les salles de sport, c'est un truc qui existait, hein. Quand moi j'étais au collège, lycée, ça Ouais. existait déjà, mais c'était un truc qui était réservé aux gens qui n'avaient pas le temps, quoi. Qui n'avaient pas le temps de bouger, qui n'avaient pas le temps de sortir, qui voyageaient au travers du monde et qui faisaient du sport dans leur salle entre deux meetings. Ça donnait pas très envie en tout cas. Et ça, effectivement, c'était pas du tout un truc qui était à la mode. attirant. Et aujourd'hui, moi, je suis des ados, en très très grande majorité. Il y en a pas un qui a pas au moins pensé à aller à la salle avec ses potes, parce que c'est beaucoup plus à la mode quelque part d'aller à la salle. Et quand je dis que les réseaux sociaux ont été un accélérateur de tout ça, pour le coup, il y a des éléments de science qui montrent que plus on passe de temps sur des réseaux sociaux, en particulier les réseaux sociaux à images. Donc pas tant Twitter, mais plus X, mais plus des réseaux comme Instagram, comme Facebook, comme TikTok. Plus on va être confronté à des images de corps, et plus on est attiré par ça, plus l'algorithme va nous les proposer. Et plus tu es confronté à des images de corps que tu considères comme étant parfaites, ou comme étant idéaux, que tu idéalises, plus tu vas avoir tendance à être insatisfait de ton propre corps. Parce que le cerveau, il est fait pour qu'on se compare les uns aux autres, pour pouvoir faire bouger des choses, pour pouvoir essayer d'atteindre un certain niveau, un certain statut social. Et on associe très facilement le statut social, la réussite, à certaines formes de corps. Tu parlais de l'évolution de la musculature, c'est l'évolution du corps du super-héros. Prends c'est un exemple que j'adore, c'est l'exemple de Hugh Jackman. Dans les années 2000, il joue déjà Wolverine. Mais il joue Wolverine avec le corps d'un mec normal, qui est costaud, ça reste un super-héros, mais c'est un bonhomme lambda. C'est un super-héros qu'on pourrait presque retrouver normalement dans la rue. Aujourd'hui, alors qu'il a pris 20 ans, il a le corps il a un corps musclé, hyper musculeux, veineux, qui est quelque chose qui est très différent pour le coup de ce qu'on rencontre dans la rue. Et il se trouve que c'est des corps qui sont de plus en plus valorisés aujourd'hui. Et donc on voit cette forme d'évolution des normes sociétales, avec une forme d'attirance aussi pour justement l'attirance pour ce type de corps, et le fait qu'on nous balance de manière quasi systématique que c'est ce type de corps-là qu'il faut avoir pour être beau et pour réussir. Ça amène une forme d'insatisfaction corporelle, et donc des conduites de modification, de la volonté de modifier son corps pour pouvoir ressembler à ça. Ouais, complètement. Les exemples sont très très parlants. Je pensais même au Superman aussi des années 70, Henry Cavill qui est monstrueux par rapport à eux. C'est vrai que ça a rien à voir. Et ça me permet de rebondir justement sur un sujet qui a été votre cheval de bataille à tous les deux quand même sur les derniers mois et qui a mené à la disparition du hashtag. Si je dis pas de bêtises, pardon, le skinny talk, c'est aussi quelque chose au final
qui fait un peu penser au forum pro-ANA des années 2000-2010. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent, mais du coup, c'est moins de l'image corporelle, mais c'est plus presque de l'encouragement à l'anorexie. Non, mais enfin, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement que cette tendance Skinny Talk qui a fait le buzz ces dernières semaines, ces derniers mois, effectivement reprend les codes des forums pro-ANA qu'on retrouvait dans les années 2000. Et ça montre bien que les choses, elles ont toujours été là aussi sur la pression, sur l'idéalisation des corps, sur le besoin de se comparer, de chercher à modifier son apparence, etc. Le Skinny Talk, c'est pour moi, c'est une forme accentuée finalement de l'idéalisation de la minceur et la pression qu'on a de notre société à contrôler notre alimentation, à contrôler notre image, à contrôler notre poids, qui valorise tout ça en fait dans notre société d'aujourd'hui. Et pour moi, le skinny talk, c'est un peu l'extrême de ça. Enfin, c'est mon avis et c'est mon interprétation. Hein. C'est vraiment pousser les gens à l'extrême de ce qu'ils pourraient faire pour atteindre un idéal et idéaliser pas une minceur, mais une maigreur extrême, idéaliser pas un régime et une restriction drastique. Et donc, c'est, selon ma propre interprétation, encore plus à risque derrière par rapport à ces images et ces mots qui sont véhiculés sur les réseaux sociaux, plus à risque de déclencher des troubles chez les gens parce que en plus d'amener des images de maigreur qui vont faire qu'on va se comparer, qui vont faire qu'on va être insatisfait de son image, on va avoir euh, des, des propos qui vont nous dicter des conduites extrêmes qui peuvent être des facteurs déclenchants finalement des troubles alimentaires si on a un terrain à risque en fait. Donc là, ils associent aussi bien le terrain de vulnérabilité en appuyant sur la satisfaction corporelle de personnes plus ou moins jeunes, parce qu'en plus de ça, ça touche un réseau social qui touche des jeunes gens, des ados. Et derrière, ça va ajouter le facteur de déclenchement des troubles potentiellement en expliquant comment il faut faire un régime, une restriction drastique, une hyperactivité physique complètement inadaptée. Donc, il y a un peu tout le cocktail explosif pour le développement des troubles alimentaires dans cette tendance-là, en fait. Et ça venait la brutalité des propos qui pouvaient être tenus, parce que c'est ça moi qui m'a vachement marqué dans le mouvement hein, de Skinny Talk. C'est au-delà des corps, c'est les conseils qui étaient donnés, enfin conseils entre guillemets, hein, les phrases un peu choc qui étaient en fait des phrases qui étaient juste dégradantes, qui étaient juste brutales et qui viennent aussi appuyer sur un autre élément dont on parlait un petit peu tout à l'heure dans les facteurs de risque, mais qui est la difficulté de régulation émotionnelle, la difficulté de gestion de ses émotions. C'est quelque chose qui vient appuyer directement sur ton sentiment de culpabilité, sur tes sentiments de honte de toi, et qui chez les gens qui seraient déjà vulnérables, effectivement, peut derrière les faire énormément ruminer, les mettre énormément en difficulté, et donc entraîner des perturbations de l'alimentation. Et ça me fait faire le lien justement donc avec cet aspect émotionnel euh, qui est assez présent au final chez les personnes souffrant de troubles des conduites alimentaires, que ce soit, je pense, un peu toutes les, tous les cas nosologiques. Honte, culpabilité, c'est les deux qu'on retrouve majoritairement. Pas nécessairement, angoisse, beaucoup. Il y a pas mal d'émotions Ouais, différentes en au fait, c'est... final. La honte et la culpabilité sont des émotions assez fortes qui Oui. témoignent de l'insatisfaction corporelle, des difficultés avec sa propre apparence, son propre corps, sa propre personne, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est presque présent systématiquement chez les personnes qui souffrent de troubles des conduites alimentaires. Après, à côté de ça, il y a aussi d'autres émotions, la dépression, les symptômes dépressifs, la tristesse, les idées suicidaires, c'est aussi des choses qui sont très fréquentes. Si on parle, c'est pas une émotion en soi, mais Non, c'est la conséquence. c'est la conséquence d'une émotion qui est quand même très forte, des angoisses massives, ultra envahissantes. Enfin voilà, En plusieurs formes. il peut y avoir de la colère aussi vis-à-vis de soi, mais vis-à-vis aussi des proches. Dans l'anorexie mentale, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même pas mal hein, chez les personnes qui souffrent de ces troubles-là. Beaucoup de colère envers l'environnement en fait.
Voilà, il y a plein d'émotions qui peuvent se manifester. Et puis, quand on parle de difficultés de régulation des émotions, un des éléments qu'on retrouve aussi beaucoup dans l'anorexie mentale avec justement ce phénomène de dénutrition, c'est que les émotions qui sont parfois vécues comme étant compliquées à gérer, comme étant trop fortes, comme étant trop explosives, vont en fait être très diminuées, très altérées par la dénutrition. Il est coutume de dire qu'elles sont décapitées par l'état de dénutrition. Et du coup, le fait de ne plus ressentir ou de plus les ressentir de manière aussi intense, les émotions qu'on ressentait auparavant et dont on avait éventuellement honte, peut être aussi un facteur d'entretien de ces troubles. Ça donne envie de continuer la restriction et de continuer à être malade pour être anesthésié, en fait, pour ne plus ressentir. Moi, les patients, ils le disent souvent comme ça, auprès de moi en tout cas, c'est vraiment cette sensation d'être anesthésié. Et ça permet de mieux vivre. Enfin, c'est une fausse solution à un vrai problème. Fausse solution qui devient un problème en soi aussi, qui se rajoute à un autre problème. Donc, mais ils décrivent souvent cette anesthésie. Et ce qui est intéressant aussi par rapport aux émotions, en tout cas, c'est une façon de se protéger de certaines émotions, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, une façon de se protéger aussi de certains symptômes, des fois, qui sont présents quand on n'est pas dénutri et qui vont s'estomper avec la dénutrition, en fait, de la même manière. Je pense aux agressions sexuelles ou aux traumatismes. En fait, les personnes vont décrire potentiellement des symptômes de stress post-traumatique avec des flashs, des reviviscences, des troubles du sommeil, des conduites d'évitement, des angoisses permanentes qui vont s'estomper avec l'hyper-contrôle et l'hyper-focalisation sur l'alimentation, mais aussi avec la dénutrition qui va diminuer en fait les symptômes. Et ça peut être aussi une forme de facteur d'entretien, quelque chose qui va me pousser à continuer ces comportements-là, parce que finalement, c'est peut-être plus acceptable et tolérable d'avoir ça que d'avoir les symptômes du stress post-traumatique. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses et chaque profil est très différent. Mais c'est vrai que cette question des émotions, plus ou moins atténuées aussi par des crises de boulimie, potentiellement. Je veux dire, des symptômes très forts, des émotions très fortes, elles vont être gérées aussi par les crises, dans la forme de boulimie nerveuse ou dans l'hyperphagie boulimique. Et la prise de poids peut aussi permettre de réguler certains symptômes. Enfin, il y a vraiment dans chaque trouble une façon de gérer les émotions et une utilisation de la symptomatologie du trouble aussi en vue de gérer ces émotions-là. Il y a les conséquences du trouble et il y a la façon dont je gère des émotions qui étaient présentes avec le trouble. Pour moi, il y a différents aspects. Et histoire de rajouter un niveau de difficulté sur la question émotionnelle, parce que c'était pas assez compliqué comme ça, il faut aussi prendre en considération la question des comorbidités. La question des comorbidités, en particulier psychiatriques, Camille évoquait avec la question d'état stress post-traumatique. Mais un autre élément qu'on va, par exemple, retrouver de manière assez fréquente, c'est l'épisode dépressif. Un élément qu'on va retrouver de manière assez fréquente également et qui parfois peut se présenter de manière inaugurale sous la forme d'un trouble des conduites alimentaires à l'adolescence, c'est le trouble bipolaire, qui lui aussi est la difficulté de gestion émotionnelle, c'est un des éléments qu'on va retrouver de manière symptomatique, de manière assez fréquente dans ce type de troubles-là, de manière générale, dans les troubles psychiques d'une manière générale. Et en fait, il y a une part non négligeable également de personnes qui souffrent de troubles des conduites alimentaires, qui souffrent également d'un autre trouble psychiatrique comorbide. Et d'où l'importance, en fait, de pouvoir évaluer les capacités de gestion émotionnelle, de pouvoir parler des émotions, de pouvoir parler des émotions de la personne, mais que la personne elle-même puisse aussi apprendre à parler de ses émotions, d'apprendre en famille à parler de ses émotions et d'une manière beaucoup plus générale. Et pour rejoindre un petit peu la question de Skinny Talk, et puis même la question qu'on évoquait tout à l'heure sur les personnes qui chercheraient éventuellement à modifier leur image corporelle dans l'espoir de trouver quelque part des lendemains meilleurs, il faudrait en fait, dans la mesure du possible, qu'on apprenne à mieux gérer tout un chacun nos émotions, qu'on apprenne à mieux reconnaître les choses qui nous font du bien, mieux reconnaître les choses qui nous font du mal et interagir au monde de manière à privilégier les choses qui nous font du bien plutôt que les choses qui nous font du mal. Et ça peut être un facteur du coup protecteur. Quand on parlait de la trajectoire de vulnérabilité, c'est vraiment dans les facteurs protecteurs, on pourrait orienter les personnes vers cet exercice-là en fait, d'identifier
de trouver des stratégies, de trouver ses propres ressources, ses propres capacités pour mieux gérer ses émotions, et peut-être même le travailler. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui peut être travaillé en thérapie. Donc, c'est effectivement des éléments qui peuvent protéger par rapport au développement des troubles alimentaires, mais aussi à l'évolution d'un trouble alimentaire actif. Je vous coupe 5 secondes juste pour vous demander de vous abonner si vous aimez le podcast et de mettre 5 étoiles sur Spotify et les plateformes comme YouTube ou Deezer. Ça nous soutient et nous permet d'avoir toujours plus d'invités exceptionnels. Et j'ai vu aussi un peu, moi, des personnes qui aimaient, ça leur permettait d'avoir le contrôle aussi, de cette espèce de contrôle sur la nourriture, sur comment dire, parce qu'il y a une perte de contrôle aussi dans tout ça. Mais ce que je pouvais entendre de certaines patientes, des fois, c'était que ça leur permettait de reprendre le contrôle un petit peu sur quelque chose. Quand toute la vie ou les émotions partaient un peu à volo, bah, le fait, alors plus dans l'anorexie du coup, le fait de contrôler ce qu'on mange, de diminuer, de tout ça, ça permettait d'avoir une sorte de contrôle. L'hypercontrôle permet de focaliser sur autre chose que les difficultés que la personne est en train de vivre, en fait. Il peut y en avoir plein, mais c'est vrai que elles le décrivent souvent, ou une fois qu'elles prennent conscience de tout ça, c'est effectivement ce surcontrôle, cet hypercontrôle de tout, de l'alimentation, du poids, du corps, permet de ne penser qu'à ça et finalement amène à ne penser qu'à ça parce que ça devient clairement obsessionnel. Et du coup, ça permet de se détacher des autres problèmes. Ça permet pas de les traiter. Ça vient être un pansement sur quelque chose qui n'allait pas. Et du coup, ce pansement devient à lui seul aussi une maladie. Donc en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que il y a cette sensation d'avoir trouvé une solution à un mal-être à travers le trouble alimentaire qui lui-même devient une source de mal-être en fait. Ouais, Et donc et là, Un peu le même mécanisme qu'on retrouve dans les problématiques addictives. C'est-à-dire oui, c'est que ça. quand tu as des difficultés parce que tu as vécu un deuil, parce que tu as vécu un événement de vie traumatique et que le, le, le comportement addictif ou la prise d'une substance a tendance à apaiser parce que et ça marche bien, a tendance à apaiser les émotions qu'on ressent et qui sont extrêmement perturbées à ce moment-là. Bah, l'alcool, c'est un excellent anxiolytique. Alors, ne faites pas ça à la maison, hein, mais l'alcool, ça marche très très bien pour calmer les angoisses. Et c'est bien le problème. C'est-à-dire que ça marche tellement bien que les gens vont avoir tendance à avoir à nouveau recours à la consommation d'alcool pour apaiser leurs émotions qui sont désagréables. Et à force de reproduire ce comportement, ils sont nés à devenir derrière addicts. Et du coup, la solution qui était une solution à un moment donné qui a fonctionné devient un problème à cause de l'addiction en lien avec les consommations. Et d'ailleurs, dans l'anorexie mentale, je rajouterais aussi que ce moment d'hypercontrôle au début de l'apparition ce moment d'hypercontrôle au début de l'apparition de la maladie va être vécu de façon très positive par les patients. Ça va être vraiment et leur entourage aussi parfois qui va valoriser cet hypercontrôle et cette reprise en main finalement de l'activité physique, de l'alimentation. Et les patients décrivent vraiment un sentiment de bien-être, presque d'euphorie dans cette période de, de reprise du contrôle de leur vie en fait à travers l'alimentation et la gestion de leur corps, de leur apparence, de leur poids, avec un sentiment vraiment de bien-être, de meilleure estime d'eux, d'avoir plus confiance dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils font. Une forme de lune de miel. Ouais, une forme, on appelle ça vraiment la lune de miel du début des troubles des conduites alimentaires, qui fait que, en fait, on s'enfonce dedans parce que ça a un côté positif, en fait. Ça soulage, ça fait du bien au début d'avoir ces conduites-là, mais malheureusement, ça se dégrade très rapidement et les conséquences, elles sont gravissimes. Dans tout ce qu'on aborde, je trouve qu'il y a une espèce de ligne rouge très fine entre d'un côté les troubles des conduites alimentaires et de l'autre côté typiquement l'exemple de la reprise en main de quelqu'un qui prenait pas forcément beaucoup soin de lui et qui reprend mieux soin de lui, mais j'ai l'impression que ce qu'on dit aux gens, alors pas professionnels de santé bien sûr, mais encore, quoique, mais c'est si vous reprenez bien soin de vous, vous recontrôlez tout ce que vous mangez, vous faites beaucoup plus de sport, tout ça, et on enlève toute la notion justement, et ça, bon, c'est un truc moi qui me tient vraiment à cœur, de bienveillance, de plaisir, et toutes ces choses-là qui sont ultra importantes. Et en fait, je trouve que cette ligne de rouge, elle est franchissable, mais tellement rapidement. Elle est franchie beaucoup trop rapidement, beaucoup trop fréquemment,
C'est encore une fois, c'est une idée reçue parce que j'ai découvert là, il faut que je me penche un peu sur ces questions-là, mais partie de la littérature sur les déterminants de la prise alimentaire. Il y a, on remarque que de plus en plus dans les éléments qui déterminent la prise alimentaire en population générale, on va retrouver au fil de l'évolution de notre société une forme de nutritionnalisation de l'alimentation, avec cette idée que pour bien manger, il faudrait justement on considérerait l'aliment comme un médicament. Et donc on va plus manger une pomme, on va manger un certain nombre de glucides, un certain nombre de protéines, un certain nombre de fibres, et du coup c'est bien parce qu'il y a des fibres, et donc du coup il faut manger des fibres parce que c'est bon pour la santé, c'est bon pour ton microbiote, et en fait on perd complètement justement, comme tu le disais très bien, la notion de plaisir, qui en fait est en réalité l'un des déterminants majeurs de la prise alimentaire, en particulier quand on regarde les enfants. Les enfants, ils vont manger globalement ce qui leur fait plaisir, et en mangeant ce qui leur fait plaisir, les enfants, ils vont avoir tendance à manger en fait beaucoup mieux que ce qu'on imagine. Quand tu leur proposes de manger des assiettes de bonbons, des assiettes de gâteaux, des assiettes de fruits, etc., mais ils vont avoir tendance à très spontanément, ils vont aller manger des bonbons une fois de temps en temps, mais très spontanément avec ils vont pas manger que ça, ils vont manger de manière diversifiée, et ils vont avoir tendance à avoir une alimentation qui spontanément va être en fait assez équilibrée parce qu'elle répond à leurs besoins et non pas à des trucs qu'on leur a appris. Et c'est un des éléments effectivement qu'on croit être vrai, cette idée que se reprendre en main, ça voudrait dire déjà qu'on s'est perdu quelque part, et que il faudrait, pour qu'on se reprenne en main, qu'on considère qu'il faut tout calculer et qu'on peut pas se faire confiance. Oui. Alors qu'en réalité, notre corps, il a toujours été, enfin, pas rentrer dans des arguments à la con, mais notre corps, il est calibré pour nous dire à quel moment on a faim, il est calibré pour nous dire de quoi on a faim. Faites l'expérience de si un aliment vous fait peur, parce que vous vous dites que potentiellement c'est un aliment qui fait grossir, ou que si vous en mangez, vous allez perdre le contrôle dessus. Mais faites l'expérience pendant une semaine à la place de votre repas du midi, ne bouffer que cet aliment-là. Que ça. Non mais en quantité, jusqu'à ce que tu n'aies plus envie d'en manger. Et vous allez voir que, en fait, au bout d'un moment, vous allez juste plus du tout en avoir envie. Parce que votre corps va vous dire non, gros, bon, calme-toi un peu là. J'ai besoin peut-être de manger un autre truc. J'ai besoin d'autre chose, de quelque chose qui va répondre à mes besoins. Et c'est normal. Le problème, c'est que notre société aujourd'hui, et je pense depuis, est-ce que c'est plus fréquent aujourd'hui qu'avant? Je ne sais pas. Mais notre société aujourd'hui, en tout cas, elle nous pousse à intellectualiser notre alimentation. Oui, c'est plus fréquent. Et c'est de plus en plus fréquent. Et le problème, c'est que du coup, on ne sait absolument plus écouter son corps. Ce qui peut engendrer derrière le fait d'être en surpoids et d'être en obésité. Et du coup, derrière ça, on dit qu'il faut reprendre en main, donc on intellectualise encore plus. Et du coup, on se retrouve dans des désordres alimentaires. Effectivement, moi, je te rejoins. Solution qui marche pas. La ligne rouge, elle est très vite franchie, en fait. Et finalement, si on veut retrouver un rapport à l'alimentation qui soit bonne pour notre santé mentale et physique, il faut qu'on mette de la nuance et pas de l'intellectualisation. Il faut trouver le bon compromis finalement entre peut-être certaines notions effectivement d'éducation alimentaire qui sont importantes à connaître, et écouter ses sensations alimentaires et son plaisir alimentaire et la convivialité autour de l'alimentation. Voilà, il faut essayer de réunir ça et trouver le bon équilibre en fait pour sa santé. Et si on va trop d'un côté ou trop de l'autre, ça fonctionne pas. Et aujourd'hui, notre société, elle nous pousse à aller trop du côté de je dois optimiser mon alimentation pour ma santé physique, pour ma santé mentale. Et malheureusement, dans les discours, c'est trop, c'est souvent trop extrême en fait. Et les gens n'est pas individualisé. Et du coup, il y a ce risque effectivement de ne plus savoir écouter son corps et de développer derrière des désordres alimentaires, alors que ça partait d'un bon sentiment. Et ça peut être aussi proposé par des professionnels de santé, complètement, parce que on est aussi dans cette culture en médecine et cette culture du soin où il faut faire attention à l'obésité parce que c'est une épidémie, l'obésité aujourd'hui, que ça a des conséquences dramatiques chez les gens. Et donc, on a cette culture de il faudrait faire attention à son alimentation, il faut contrôler, etc. Et on peut avoir un discours extrême
en prenant juste notre culture médicale, en fait. Et malheureusement, par manque d'informations et de formation sur les désordres alimentaires, sur ce que c'est euh, que le risque finalement de l'hyper-contrôle et de l'hyper-intellectualisation de l'alimentation. Je pense que il y a quelque chose qu'on a beaucoup oublié, c'est tout simplement que reprendre soin de soi, c'est peut-être juste tout simplement revenir à soi et s'écouter un peu plus et Ouais. écouter nos envies, nos sensations de plaisir. C'est pareil, on a que quand là on parle de l'alimentation, mais quand on parle de la sédentarité de tout ça, le corps aussi il est fait pour bouger. Et donc, je pense qu'on a perdu beaucoup par la compliqué à dire ça, intellectualisation. Euh, on a perdu beaucoup de naturel au final. Et je pense qu'il faut faire revenir à ça. Et pas que la surintellectualisation, parce que on vit aussi dans une société qui pousse à ça. Quand tu regardes ton téléphone, bah, t'écoutes pas tes sensations de faim, de sommeil, de fatigue, et tu dépasses complètement. Enfin, moi, le premier, je sais très bien que régulièrement, si je me mets à regarder mon téléphone dans le lit, je vais me coucher beaucoup plus tard que l'heure à laquelle je me serais endormi spontanément. Et je m'en rends compte parce qu'au bout d'un moment, j'ai les larmes qui coulent et puis je me dis, bah, oui, peut-être qu'il est temps que j'aille faire quelque chose là. Et je m'endors en 4 secondes, hein, pas de problème. Et effectivement, on vit dans une société qui met aussi à disposition un certain nombre de choses qui font qu'on se déconnecte de soi. Et donc, tu as tout à fait, enfin, moi, je te rejoins complètement sur cette question de prendre soin de soi, c'est revenir à soi, c'est revenir à ses émotions, c'est revenir à ses sensations, c'est revenir, encore une fois, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est revenir à apprendre à faire la différence entre ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait du mal, et privilégier les choses qui nous font du bien au détriment des choses qui nous font du mal. Tout en gardant, voilà, c'est ça, dans la mesure du possible, tout en gardant une forme tout en gardant une vie sociale quand même, tout en gardant une forme de cordialité. On va pas faire que des choses qui nous font du bien et être des animaux uniquement gérés par notre plaisir, sinon ce serait le bordel. Mais ça reste des choses qui sont importantes dans la limite des normes sociales. Et puis la question de la sédentarité, clairement, la société, elle y est aussi pour quelque chose. Enfin, Bien sûr. La pression mise sur la productivité au travail et le fait de devoir rester des heures et des heures derrière un bureau, devoir continuer à travailler le soir, on est tous crevés, on peut pas faire de sport. Il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, ça, ça, ça implique du coup chez nous des conséquences. J'entendais, je crois que c'est Geek and Fit qui fait beaucoup de contenu autour de l'activité physique et de la zététique, et puis de la science de la nutrition aussi, qui disait que on vit dans une société dans laquelle le fait de faire des pauses clopes, c'est accepté. Mais si vous dites que vous faites une pause activité physique, on va vous regarder de travers. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Pour faire une pause pour aller marcher. Il me semble que c'est Gaïs. Si c'est pas toi, Gaïs, je suis désolé de t'avoir cité là, Ouais. mais ça te fera un petit peu de pub quand même. Et sinon, je trouve que c'est très pertinent. D'ailleurs, Gaël, si tu nous écoutes, je t'invite avec grand plaisir à faire un petit tour ici. Bon, on a pas mal dévié d'un point de vue presque philosophique un peu de tout ça, mais c'est super intéressant parce que moi c'est sur ça un peu que je veux baser l'après podcast, l'après tout ça, et c'est super important, je pense, d'avoir ce message-là. Et ce que je trouve super intéressant, c'est que ce message-là, il est porté sur les réseaux sociaux, je trouve, par les professionnels de santé, alors que le message de performance, le message de perdre du poids, il est plus porté par des coachs en grand guillemets, marketeurs et chercher à vendre. Et je pense que l'argument du poids et de la santé comme étant une perte de poids est devenu un gros acte marketing, et c'est un autre problème. On a aussi le problème avec certains médecins, malheureusement, qui font leur beurre là-dessus aussi. Ouais, bien sûr. Ouais. On n'est pas les derniers à avoir dans nos rangs quelques petits soucis. Et ça me fait penser aussi au niveau des applications qui existent, les applications de tracking de calories. Je pense que depuis MyFitnessPal, qui date quand même de, je pense, 2014, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on a vu aussi un lien quand même avec bon, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la surintellectualisation, j'ai réussi, de ça, où on vient à devoir compter si on est bien à nos 2200 calories ou à nos 1800 calories tous les jours. Est-ce qu'on
Ça a été étudié un lien entre ces choses-là? Alors ça a probablement été étudié. Je crois avoir regardé à un moment donné un petit peu des questions autour des applications de comptage de calories, mais je dois t'avouer que je ne me rappelle pas de ce que j'ai lu et que je suis pas certain d'avoir cherché cette question-là spécifiquement. Je pense que j'ai plus cherché le lien entre les troubles des conduites alimentaires et l'utilisation de ce type de logiciels, parce que c'est vrai que le comptage calorique, c'est un truc qu'on retrouve aussi très fréquemment chez les personnes qui souffrent de troubles des conduites alimentaires dans une optique de contrôle de leur alimentation. Maintenant, je ne saurais pas. En pratique, on peut se dire que finalement, l'hyper-contrôle des calories, de ce qu'on absorbe, etc., ça va nous déconnecter de nos sensations alimentaires. Donc, ça peut être un facteur de risque derrière de développer des troubles alimentaires si on a des facteurs de vulnérabilité aussi. Et chez des personnes qui souffrent déjà de TCA, moi, ce que je peux dire aussi en termes de pratique clinique, c'est que beaucoup de patients utilisent quand même des applications, que ce soit de comptage de calories, même si au bout d'un moment ils les connaissent par cœur et ils en ont plus besoin, mais aussi de dépenses d'activité, de calories dépensées par l'activité physique, le comptage de pas, des choses comme ça, euh, qui va finalement entretenir, voire aggraver les symptômes du trouble alimentaire, surtout dans l'anorexie mentale, et qui peut être pas que dans l'anorexie mentale, mais c'est vrai que moi je vois plus de patients qui souffrent d'anorexie mentale qui présentent ça. Et ça peut être un des points de la thérapie en fait, de pouvoir désinstaller l'application pour permettre à la personne de se reconnecter en fait et d'arrêter d'être dans cette idée de performance et d'hyper-contrôle, parce qu'il y a, je recherche aussi à contrôler et à faire toujours mieux en fait, parce qu'on est aussi dans cette idée, dans cette société qui nous pousse à la performance, et du coup de faire toujours plus de dépenses, de contrôler toujours mieux ses apports, et ça clairement ça intensifie les symptômes du trouble alimentaire. Donc le fait de se déconnecter de ça, pour moi des fois ça fait partie des étapes de soins pour les personnes qui souffrent de troubles alimentaires et qu'on prend en charge. Alors attention quand même, petit warning par rapport à ce que tu dis là, Camille. Le fait de désinstaller les applications, évidemment, je rejoins complètement là-dessus. Le fait de se reconnecter à ses sensations alimentaires, ça vient pas forcément spontanément à partir du moment où on désinstalle ces applications, premièrement. Et deuxièmement, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement compliqué, voire quasiment impossible, lorsqu'on est dénutri. Oui, oui. Et donc, la renutrition fait quand même partie des éléments de traitement qui sont fondamentaux pour pouvoir se reconnecter de manière adaptée à ces sensations alimentaires, parce que la dénutrition altère les sensations corporelles, les sensations alimentaires, et que ce type de troubles-là arrive aussi, et ça rejoint la question de la difficulté de gestion et d'identification des émotions, puisque ce qu'on appelle la conscience interoceptive, le fait d'être en mesure de reconnaître les signaux que notre corps nous envoie, la conscience interoceptive est, altérée dans les différents types de troubles des conduites alimentaires. Et ça me fait poser la question ici, on parle de désinstaller les applications, est-ce que faut jeter les balances par la fenêtre ou pas? Seulement s'il y a personne en dessous. Moi, je conseille souvent aux patients, et même pas aux patients d'ailleurs, aux gens autour de nous, je dis souvent que la balance n'est pas l'élément indispensable d'une salle de bain. Enfin, c'est vrai, parce que malheureusement, dans notre culture, ça en fait partie, et les gens vont régulièrement se peser et potentiellement modifier leur alimentation en fonction du chiffre qui est inscrit. Et encore une fois, là, on va se déconnecter finalement de ces sensations. Il y a certaines situations médicales dans lesquelles on a besoin de suivre son poids, la grossesse, certaines pathologies en particulier. Est-ce qu'on a besoin de le faire, nous? Ça, c'est encore autre chose. Le médecin peut très bien le faire. Le médecin traitant peut très bien suivre l'évolution pondérale sans qu'on ait besoin de surveiller nous-mêmes notre poids chez nous. Et s'il y avait besoin, bah, ce serait sur indication médicale. Enfin, pour moi, ce serait ça. Parce que notre corps, enfin, l'idée, c'est qu'on évalue aussi son équilibre avec d'autres critères que celui du poids, en fait. Et il vaut mieux se fier à ce qu'on ressent et à ses sensations dans ses vêtements, par exemple, que à un chiffre sur une balance qui va pas correspondre forcément à grand chose. Donc, que ce soit pour les adultes, et ce serait pour moi encore plus vrai pour les enfants, ne pas avoir de balance à la maison et ne pas faire une surveillance régulière de son poids, pour moi, c'est plutôt bénéfique. En fait, il faut le laisser aux personnes pour lesquelles c'est adapté et qui savent l'utiliser, c'est-à-dire les médecins. Mm.
le pédiatre qui suit l'enfant ou le médecin généraliste qui suit l'enfant et qui doit s'assurer du fait qu'il n'y ait pas de cassure des courbes saturo-pondérales doit avoir des mesures régulières du poids et de la taille. Le fait le médecin pareil qui surveille un patient diabétique, le médecin généraliste qui pèse ses patients parce qu'il pense qu'à un moment donné potentiellement un patient a perdu du poids et que ça peut être un symptôme qui lui évoque X ou Y maladie et qui voudrait vérifier que justement il y a une forme d'évolution pondérale, c'est pertinent à ce moment-là de le faire. Le fait de le faire soi-même à la maison sans connaître les déterminants qui font que on perd du poids, que le poids c'est quelque chose qui varie dans une fourchette, c'est jamais quelque chose qui est stable. C'est quelque chose qui varie dans une fourchette de plus ou moins 2 kilos, parce que quand on a mangé un truc qui est un peu plus salé, on va faire un petit peu plus de rétention d'eau. Quand on a bu un peu plus ou pissé un peu moins, on va avoir des mouvements hydriques qui font que notre poids d'un jour à l'autre, il peut varier d'1 ou 2 kilos et de manière physiologique. Et c'est normal. Et l'idée de pouvoir se fixer sur cet élément-là, avec en plus cette notion de contrôle, qu'on peut contrôler le poids comme quelque chose qu'il faudrait quelque part qu'on contrôle, qu'il faudrait presque qu'on contrôle, ça amène à des comportements pathologiques. Donc, est-ce qu'il faut balancer les balances? Moi, j'aurais tendance également à dire oui, complètement. Et le pire dans tout ça, c'est que plutôt que d'aller dans ce sens-là, on se retrouve avec des balances de plus en plus performantes pour analyser la composition corporelle et te dire ce qu'il faudrait faire presque Enfin, de pour... plus en plus performante, mais qui donne quand même des résultats bien pétés. Oui, non, mais je veux dire performantes de plus en plus complexes, Ouais. on va dire dans Oui. dans ce que ça apporte comme critères, comme éléments. Et enfin, je trouve que ça perd encore plus ça peut juste. Ça va pas dans le bon sens, quoi. Moi, je suis un gros militant hein, de jeter les balances par la fenêtre. Euh, pour, pour toutes les raisons que vous avez données, justement, aussi parce que je pense que personne n'est un chiffre, en fait, sur une balance à un instant T, que le chiffre en lui-même n'a pas de valeur propre parce qu'il peut différer. Deux personnes du même poids peuvent avoir une composition corporelle très différente. Donc en effet, ça va être comment vous vous sentez dans vos vêtements, comment vous vous sentez aussi au quotidien, dans votre capacité à bouger, à toutes ces Oui. choses-là, qui vont définir un peu plus le côté santé au final de ce chiffre-là, plus que le côté esthétique qu'on a derrière. Mais ça permet d'avoir un objectif chiffré pour certaines personnes, et ça, je le conçois aussi. Mais c'est vrai que ce qui est important, c'est de se dire que voilà, le chiffre que vous prenez à un instant T quand vous levez le matin, ou alors les gens qui se pèsent le soir après avoir mangé toute la journée, s'être enfilé un litre d'eau parce qu'il y avait la canicule, c'est pas ce chiffre-là qui, oui, vous avez pris 2 kilos en une semaine, ben non, vous n'avez pas pris 2 kilos en une semaine. Et quand même, bien même c'est le cas, de toute façon, vous allez osciller et revenir tranquillement à un niveau de base. Je pense que c'est bien d'avoir une notion globale de son poids d'équilibre. Comme on a une notion de sa taille, en fait. Mais ouais, comme on a une notion de sa taille. On a une notion de Parce notre que taille, ça on a une notion de permet, notre pointure, on a une notion de la taille des vêtements qu'on met. comme ça, quand il y a quelque chose qui change, effectivement, il faut avoir cette notion pour pouvoir, par exemple, la cinétique de perte de poids qui va être importante dans certaines, vérifier l'état nutritionnel. Enfin, ces choses-là, ça peut être bien pour une grossesse, pareil, de savoir, sans que ça devienne trop strict. Mais encore une fois, le suivi du poids pendant la grossesse, c'est aussi un débat qui pourrait être fait parce que ça met aussi beaucoup de pression sur les femmes pendant leur grossesse, avec l'idée qu'il faudrait pas prendre plus d'1 kilo par mois. Enfin, c'est aussi très normé cette prise de poids pendant la grossesse, alors que effectivement c'est important de surveiller les choses. Mais est-ce qu'on a besoin d'être aussi strict? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a besoin de faire des remarques de ce style-là? Je ne pense pas. C'est aussi des facteurs de risque derrière de contrôler, de développer de l'insatisfaction corporelle, de développer des désordres alimentaires. Et moi, je te rejoins d'autant plus que sur ce que tu disais tout à l'heure sur le côté valeur associée au poids. C'est un truc que je dis assez régulièrement à mes patients, enfin aux patients que je suis en consultation, c'est que leur poids ne les définit pas plus que l'espacement entre leurs yeux, la taille de leur avant-bras ou leur taille. C'est juste des chiffres. Enfin, on me demandait pas plus tard qu'aujourd'hui, tout à l'heure, je m'approche gentiment de la quarantaine et on me dit ah bah tiens, tu vas avoir 40 ans, ça te fait quelque chose? Moi, je me définis pas en fonction du nombre de tours que j'ai fait autour du soleil. C'est pas important. C'est pas ça qui est important. C'est qui on est, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on fait, c'est comment est-ce qu'on interagit au monde.
Ouais, je pense que ce sera le message à retenir, en tout cas, de toutes ces discussions, de se reconnecter à soi et réussir à s'extraire un peu de tout ce qu'on vous fait croire qui est important pour vous et vous sentir bien. Alors qu'au final, pas besoin de grand chose d'autre que d'être en paix avec soi-même. Je vous interromps juste 5 secondes une dernière fois pour vous préciser que si vous souhaitez contester une chose qui a été dite durant l'épisode, vous pouvez le faire avec le lien en description qui vous emmène vers un Google Doc où vous pouvez, étude à l'appui, nous justifier vos contradictions. N'hésitez surtout pas. Bon, j'ai fait pas mal de digressions, hein. Je suis désolé. Ça a peut-être duré un cran plus longtemps que prévu. Vous me dites surtout si vous êtes pris par le temps ou si vous voulez aller vous coucher. On peut couper certaines parties sans problème. Je voulais juste faire un petit point sur les complications des troubles du comportement alimentaire parce que c'est quelque chose qu'on aborde assez. Alors vous, je sais que vous les abordez assez fréquemment quand même, hein. Surtout toi, Camille, je crois. J'ai vu pas mal de réels passer. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu grossièrement dessus? Je fais beaucoup d'informations sur les complications parce que on a souvent cette croyance aussi que bah voilà, l'anorexie c'est un simple régime, un caprice qui va passer, une crise d'ado ou autre, que c'est pas grave. La boulimie, bah c'est pas grave non plus, hein, c'est manger trop et enfin voilà, on n'a pas du tout ces notions qu'il puisse y avoir des complications, des conséquences très néfastes aussi bien pour sa santé physique que sa santé mentale. Et alors que malheureusement, bah l'anorexie mentale, par exemple, c'est la maladie psychiatrique qui est la plus mortelle de toutes les pathologies psychiatriques, du fait des complications de la dénutrition et aussi du suicide, qui Et est des complications de la fréquent, renutrition. et des complications de la renutrition. Et ça, on n'a pas du tout notion. La boulimie, ça peut être aussi mortel. L'hyperphagie boulimique, bah, ça implique aussi derrière des situations d'obésité qui ont des complications gravissimes pour la santé. Donc, dans tous les cas, dans tous les troubles des conduites alimentaires, on a des répercussions sur la santé physique, qui, en plus de la santé mentale, qui sont gravissimes en fait. Et ça, on a peu la notion. Dans l'anorexie mentale, c'est vraiment toutes les complications qui vont être liées à la dénutrition déjà. Ça va toucher l'ensemble du corps, donc l'ensemble des organes qui va être impacté par la dénutrition. Mais ça va être aussi toutes les complications liées aux conduites de compensation qu'on peut avoir dans l'anorexie aussi, des crises d'hyperphagie, les vomissements, la prise de laxatifs. Enfin, il y a vraiment plein de choses, plein de comportements qui peuvent engendrer des complications. Ça va être bah oui, la dénutrition, les troubles du rythme cardiaque, sur la perte de potassium, sur les vomissements ou sur la prise de laxatifs ou sur la prise de diurétiques. Ça va être les complications, les troubles ioniques en lien avec aussi les consommations excessives d'eau pour se remplir et éviter de trop manger. Donc, qui sont aussi des techniques de compensation. Ça va être bon, ça Tout ce qui est lié aux carences. tout ce qui est lié aux carences vitaminiques, tout ce qui est insuffisance aussi de production des cellules par la moelle osseuse qui va faire qu'on est en déficit, on a oula, on est en déficit de son système immunitaire, j'arrive pas à le dire. Déficit immunitaire. En déficit immunitaire, ouais. Et donc on est plus susceptible à avoir des complications infectieuses et autres. On va avoir des difficultés, comme il y a une carence d'apport, il va y avoir des difficultés de production des différents éléments figurés du sang, diminution des globules blancs, diminution des globules rouges. On va avoir également des conséquences sur le capital osseux, qui va être très altéré et de plus en plus altéré à mesure que la dénutrition persiste, avec des ostéopénies, voire des ostéoporoses et des fractures également. Des risques de fracture et choses qu'on sait peu, en dehors des risques de fracture qui sont bien sûr, il y a des complications et c'est à prendre en charge et c'est grave. Mais il y a aussi dans les fractures, il y a tout ce qui est tassement vertébral. Nous, on en voit beaucoup dans le service de nutrition clinique, où on prend en charge des dénutritions souvent sévères et chroniques, où on se retrouve avec des patients qui ont Qui perdent de la taille. Qui perdent de la taille, ouais, c'est ça. J'allais dire, Qui rapetissent. pour le coup, qui nous donnent une taille, leur taille, et qu'on remesure et on constate qu'il y a une perte de centimètres qui est assez importante. Et dans ces cas-là, on a souvent des tassements vertébraux. Et les tassements vertébraux, derrière, bah, ça peut être aussi des sources de complications. Et puis, la dénutrition aussi, ce que tu disais pas, c'est que grosso modo, le système corps se met en pause.
parce que en n'ayant pas assez d'énergie pour continuer à fonctionner normalement, et ben il va privilégier l'énergie pour les organes nobles. Et donc il va avoir tendance à mettre un peu à l'écart tout ce qui est la peau, tout ce qui est les cheveux, tout ce qui est les hormones qui sont moins essentielles pour rester en vie que le cœur, le foie ou le cerveau. Et puis au fur et à mesure, en fait, il va y avoir des conséquences qui vont apparaître avec une forme d'hypométabolisme qui fait que le cœur va aller de plus en plus lentement et peut aller jusqu'à faire des pauses qui sont parfois extrêmement dangereuses également dans les états de dénutrition très sévères. Le foie peut être amené à euh, se dégrader et provoquer des cytolyses de dénutrition qui peuvent être extrêmement importantes et qui peuvent aussi péjorer le pronostic vital. Il peut y avoir des difficultés psychiques en lien avec cet état de dénutrition, des difficultés de concentration, des difficultés de des difficultés timiques, des difficultés d'humeur, des symptômes dépressifs, voire d'authentiques épisodes dépressifs qui se manifestent au gré de la dénutrition, une forme de ralentissement. Il y a les complications, énormément en fait elles sont extrêmement très multiples. importantes. Tous les organes peuvent être touchés. À court, moyen, long terme, on va avoir des complications qui vont être différentes, mais qui sont toutes très graves les unes comme les autres. Une des complications dont on parle peut-être, dont même moi je parle pas beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est l'hypoglycémie, Oui. qui pour le coup peut survenir assez rapidement, assez tôt dans les moments de restriction alimentaire importante. Sans forcément être ressenti par les patients. Sans forcément être ressenti, c'est rarement même ressenti par les patients, et qui peut être mortel. Pour le coup, des comas hypoglycémiques, on en voit, et ça peut toucher tout le monde. Puis les hypoglycémies à répétition qui vont aussi altérer le fonctionnement cérébral. Ça aussi, on voit des conséquences gravissimes. Et en plus de ces complications de la dénutrition, chose qu'on ne sait pas non plus et qui, naturellement, on n'a pas forcément en tête ça, c'est qu'on peut avoir des complications dans la renutrition. Et c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent se retrouver, enfin, j'ai ces exemples assez typiques des patients qui, à un moment donné, font une complication, se retrouvent aux urgences. Aux urgences, on leur dit, pour aller mieux, il faut manger. Si vous souffrez d'anorexie mentale, on leur donne un plateau. On n'a pas forcément la notion, même dans la culture médicale, du syndrome de renutrition inappropriée. Et les personnes derrière vont avoir peur de cette complication et de se retrouver aux urgences et se mettre à manger pour essayer d'aller mieux. Et du coup, se retrouver dans une complication gravissime de syndrome de renutrition inappropriée parce qu'ils ont mangé trop rapidement par rapport à ce que leur corps était capable de tolérer, en fait. Et ça non plus, on n'a pas la notion. Donc, que ce soit la dénutrition ou la renutrition, dans tous les cas, ça a des risques, et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire les choses seul, et il faut être accompagné par des professionnels qui connaissent vraiment cette problématique-là pour ne pas se mettre en danger par rapport à la renutrition. Et là, pour le coup, là, on parle que de l'anorexie mentale, on ne va pas aborder ni la boulimie ni l'hyperphagie boulimique, mais de la même manière, dans la boulimie, il y a aussi plein de complications qui sont liées aussi bien aux conduites de compensation qu'aux crises en elles-mêmes. Oui, avec des conduites de compensation comme la prise de laxatifs, de certains diurétiques, ou bien les vomissements qui vont entraîner par exemple une hypokaliémie, une diminution du taux de potassium dans le sang. Le potassium étant lui-même un ion qui est absolument essentiel dans la conduction de l'électricité dans le cœur. Ces hypokaliémies peuvent entraîner des perturbations à type de troubles du rythme cardiaque qui peuvent également être mortels de manière quasi instantanée. De la même manière, dans les conduites de compensation comme l'activité physique, on va avoir une augmentation du risque du risque fracturaire, on va avoir une augmentation du risque de blessure de manière un peu générale. Dans les complications des vomissements également, on peut avoir ce qu'on appelle un syndrome de Mallory-Weiss. Ce syndrome de Mallory-Weiss, ça correspond à des saignements qui apparaissent pendant les épisodes de vomissement et qui peut aller jusqu'à quand c'est répété extrêmement fréquemment, qui peut aller jusqu'à une rupture de l'œsophage. Et il y a en fait, il y a tout un tas de complications qui sont présentes dans les différents types de troubles. C'est vrai qu'on en parle
probablement trop peu et que c'est globalement des choses qui sont assez oubliées, mises à l'écart. Ouais. En même temps, c'est difficile de l'aborder parce que là, on en parle depuis un petit moment déjà. Et en fait, on n'a pas cité toutes les complications. Il y a tellement de choses. On Difficile n'a pas cité toutes les complications psychiques, en fait. on n'a pas, on n'a Les tout cité, complications sociales, les psychiques. complications psychiques Il y a tellement de choses à en lien dire, il y a avec tellement de l'isolement, conséquences en lien avec les symptômes dépressifs, que en lien c'est avec les difficile tentatives de suicide. Enfin, de parler de ça. Après, il peut y avoir un message global, c'est que c'est grave, que dans tous les troubles des conduites alimentaires, il y a des conséquences qui sont gravissimes, aussi bien sur la santé physique que sur la santé mentale, et qu'on peut en mourir en fait. Je pense que ça, c'est le message le plus important. Et après, effectivement, on pourrait détailler pendant assez longtemps sur toutes les complications qu'il peut y avoir dans ces troubles-là. Mais on va quand même pas juste dire qu'on peut en mourir, on va aussi dire qu'on peut en guérir. Point d'après, justement. Allez, on va faire cette question-là plutôt avant. C'est quoi justement l'évolution des troubles du comportement alimentaire sur plusieurs années? Est-ce qu'on a des pourcentages de guérison, consolidation un petit peu des troubles? Est-ce qu'il y en a qui vivent avec justement des troubles à minima, pendant lesquels les troubles sont encore là, mais ils arrivent quand même à tenir? La première statistique à reprendre, parce qu'on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, c'est le fait qu'environ une personne sur deux qui souffre d'un trouble des conduites alimentaires n'est pas diagnostiquée et donc n'a pas accès à des soins adaptés à son besoin. On imagine assez aisément que les gens qui n'ont pas accès à des soins adaptés vont moins bien guérir, voire carrément moins guérir de ce type de trouble-là. Globalement, pour les troubles des conduites alimentaires, on considère qu'il y a environ une personne sur deux qui en guérit, qu'il y a des phases des personnes qui vont avoir des phases de chronicisation du trouble, non, c'est pas le bon terme, qui vont avoir qui vont garder des symptômes du trouble qui correspondent à environ 30% de la population et 20% qui viennent chroniques avec une durée d'évolution de la maladie de plus de 5 ans, 5-7 ans. Et après, est-ce qu'on peut vivre avec ces troubles à minima? La réponse est oui, clairement. Il y a des gens dans la société civile qui vivent avec des troubles à minima. Il y a des gens qui vivent avec des troubles qui n'ont pas été traités, qui n'ont pas été soignés de manière adaptée, qui gardent des croyances, des cognitions perturbées autour de l'alimentation, autour de l'image corporelle. Moi, je suis même plus surpris aujourd'hui quand quelqu'un dans le showbiz nous raconte qu'il a souffert de troubles des conduites alimentaires parce que on a l'impression que c'est, ouais, enfin, à minima les femmes, désolé, mais on a l'impression que c'est quasi systématique, c'est quasiment un passage obligé. Et on les remercie d'ailleurs d'en parler. Et on remercie aussi les hommes qui en parlent d'en parler parce que c'est important, hein, le fait que Éric Antoine en ait parlé de son hyperphagie et de l'impact aussi qu'a eu la paternité sur son entrée dans les soins. Je pense que c'est extrêmement important et que c'est fondamental d'avoir ce type de témoignage-là aussi, qui montre que on peut en souffrir en étant une femme comme en étant un homme et qu'on peut accéder aux soins et qu'on peut en guérir. Ce sont des choses qui sont extrêmement importantes, mais ça ne répond pas à la question. Mais en tout cas, oui, c'est des choses qu'on va retrouver et qu'on va retrouver aussi de manière non rare, j'ai envie de dire. Moi qui travaille, comme je disais, pas mal, enfin qui travaille beaucoup avec des ados, on retrouve en fait assez fréquemment. Alors encore une fois, sans que ce soit un facteur causal, mais ça fait partie des éléments de la trajectoire de vulnérabilité des patients. On retrouve assez fréquemment chez les jeunes qui souffrent actuellement de troubles des conduites alimentaires, des parents qui en ont souffert dans leur enfance, dans leur adolescence, voire des parents qui en souffrent encore de ce type de troubles à minima, avec d'immenses difficultés parfois à accompagner leur enfant, parce que eux-mêmes, ça les met très en difficulté le fait de voir leur enfant manger normalement ou de leur proposer une alimentation normale, parce que ils ont dans leur esprit l'idée que l'alimentation normale, c'est pas celle qu'on va proposer nous, professionnels de santé, sommes quand même dans notre corps de métier. Et ils ont ces espèces d'idées préconçues qui correspondent en réalité à des cognitions anorexiques ou à des cognitions altérées au moins à minima autour de l'alimentation, qui les empêchent en fait et qui correspondraient à des troubles à minima et qui les empêchent d'accompagner de manière adéquate leurs enfants et qui ont pu participer
dans la trajectoire de vulnérabilité à l'évolution du trouble. Pareil, quand je parlais des déterminants de la prise alimentaire tout à l'heure, il y a une étude qui est assez ancienne maintenant, qui date de 2000, sur 197 familles, qui évalue, alors c'est pas moi qui ai fait l'étude, hein, mais je la cite telle qu'elle a été faite, qui évalue les conduites alimentaires, l'impact des conduites alimentaires maternelles sur la prise alimentaire de leur enfant, et qui montre qu'il y a deux déterminants majeurs qui vont venir perturber, qui vont venir déconnecter l'enfant de son alimentation, les filles en particulier de leur alimentation. C'est la perception que son enfant est gros, et deux, le contrôle de son alimentation. Et c'est deux choses qu'on va retrouver de manière significative chez les parents qui souffrent de troubles de conduite alimentaire. Alors, qui vont pas nécessairement avoir ce type de comportement-là, et je sais que ça fait extrêmement peur aussi aux gens qui ont souffert de troubles des conduites alimentaires à un moment donné dans leur vie, de pouvoir transmettre ça justement à leurs enfants, de pouvoir transmettre leurs croyances, leurs conditions à leurs enfants. Ce n'est pas une fatalité, évidemment. Il y a des gens qui s'en sortent très bien et qui arrivent très bien à faire front, à faire face par rapport à ça, et j'en rencontre aussi assez régulièrement dans le cadre professionnel. Néanmoins, ça peut faire partie des éléments de la trajectoire de vulnérabilité. D'autant plus si ça n'a pas été pris en charge et qu'il y a encore des symptômes qui sont présents chez les parents, en fait. Ouais, c'est sûr. Donc, ils n'ont même pas conscience, potentiellement. Tout à fait. Oui, encore plus, parce que c'est vrai qu'il y a une grande part de ça aussi dans les troubles, c'est l'absence de conscience des troubles, au final, et on pense que c'est normal et qu'il n'y a pas de problème. Oui, mais il y a des formes qui sont pas extrêmement sévères et qui permettent effectivement de vivre, et si on ne prend pas conscience et si on ne met pas en place de soins, bah, on vit avec, et aussi potentiellement avec l'idée que il peut pas y avoir mieux vu qu'on connaît pas, en fait. Donc pourquoi changer? C'est Si tu arrives à avoir une vie fonctionnelle, t'as pas de raison la de femme, changer. les enfants. T'as pas de raison de changer. Et même avec une vie dysfonctionnelle, mais que tu connais, t'as pas de raison de changer. Et Moi, c'est celle qui cherchons à avoir le moins d'efforts possible pour continuer à survivre. Ouais. Si ce qu'on fait fonctionne, pourquoi est-ce qu'on changerait? c'est un schéma de pensée qui peut se comprendre complètement, jusqu'au moment où on atteint un Bien sûr. point de rupture et que là, il faut faire quelque chose. Bon, on a pas mal digressé. Il y avait une dernière question avant de conclure que j'ai juste envie de vous poser parce que je pense qu'elle Ça fait 4 fois que tu nous dis qu'on a pas mal digressé. Comment ça? je suis le pro de la digression, hein, vraiment, j'aime bien quand ça part un peu dans On tous n'est les pas mauvais. je pense que ça va être vraiment la question et la partie à retenir. Bon, elle arrive à la fin. J'espère que les gens seront là jusqu'au bout. La question du dépistage. Là, pour tous ceux qui nous écoutent, si on devait un peu les aider à repérer les premiers signes et à prévenir l'apparition des troubles des conduites alimentaires dès le plus jeune âge, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire un petit peu? Alors, ce qu'on pourrait leur dire, c'est suivez Camille déjà, parce qu'elle en parle beaucoup et que effectivement avoir de l'information, elle est beaucoup plus active que moi sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je la montre et que je vais pas forcément mettre pub, mais aussi parce qu'elle est extrêmement douée. Il faut qu'on puisse amener justement de l'information au plus grand nombre, et je pense qu'il faut pas forcément amener de l'information autour des troubles des conduites alimentaires, mais autour de la santé mentale de manière générale, et puis d'une manière peut-être encore plus générale autour de la santé tout court, pour pouvoir faire des choix en connaissance de cause, se rassurer sur le fait qu'on fait des choix qui parfois, sur lesquels on nous dit parfois que c'est pas des bons choix, en particulier dans ce qui nous concerne autour de l'alimentation, mais que c'est ok quand même, parce que la santé étant un état complet de bien-être psychique, physique et social, on peut parfois privilégier l'aspect social à l'aspect physique et psychique, et c'est ok, c'est normal et c'est bien. Pour revenir plus précisément à ce qui concerne mes troubles de conduite alimentaire, donc augmenter la littératie générale en santé de la population générale, je pense que c'est un des aspects qui est important, mais que les gens peuvent pas faire eux-mêmes. Ils peuvent le faire eux-mêmes, mais il faut qu'ils soient déjà sensibilisés au fait qu'ils ont besoin de savoir plus de choses. Et donc, il faudrait, dans la mesure du possible, que ce soit les politiques publiques qui puissent mettre en place des actions concrètes de littératie, des actions concrètes de prévention, des actions concrètes de dépistage. Le deuxième point important au-delà de la population générale, c'est la formation des soignants et des professionnels de premier recours. On l'a beaucoup évoqué sans l'évoquer là aujourd'hui, mais cette insuffisance de formation qu'il y a aujourd'hui dans
nous, on connaît on connaît ce qu'on a fait des études de médecine. Déjà, dans les études de médecine, c'est très largement insuffisant. Pour avoir un peu d'éléments aussi autour des études de diététique, autour des études d'infirmières, les cours qui sont dispensés sont également très insuffisants pour pouvoir amener des éléments fins des éléments suffisants pour rassurer les professionnels de santé sur le fait qu'ils puissent se dire qu'ils sont capables de diagnostiquer ce type de trouble-là. Les études de psycho également sont très insuffisantes là-dessus. Il y a une étude scientifique que je trouve assez rigolote et que je reprends assez régulièrement, qui teste les aptitudes de psychologues versus coach versus naturopathe pour faire un diagnostic de troubles des conduites alimentaires sur une vignette clinique qui est assez classique, en fait, d'une jeune qui souffre de boulimie. Alors, je ne sais plus combien sont testés, mais on peut retrouver l'étude assez facilement. Chez les psychologues, il y en a environ 4 sur 10 seulement qui arrivent à faire le diagnostic, qui arrivent à reconnaître que la personne souffre d'un trouble des conduites alimentaires. Chez les naturopathes et les coachs sportifs, il y en a 1 sur 10. Donc, je ne parle que des études. Si je ne parle que des études de santé, c'est déjà très insuffisant. Si je parle des études de psycho, c'est également très insuffisant. Et donc, il faut vraiment que les pouvoirs publics, à un moment donné, se saisissent du problème de la formation des professionnels pour améliorer la qualité de cette formation, pour pouvoir permettre de repérer d'une manière un peu plus générale les troubles des conduites alimentaires, les autres types de troubles, mais aussi les troubles comorbides, et ou, à minima, de voir que les gens sont en souffrance et puissent les orienter vers des systèmes de soins qui, eux, sont en constant développement pour essayer d'accueillir le plus de monde possible et d'accueillir les gens le plus rapidement possible. L'autre point, parce que là, ça, ce serait pour apprendre à dépister, mais l'autre point qui va être important pour la personne qui écoute, c'est est-ce que ce que je fais ou la manière dont je me sens vis-à-vis de mon alimentation ou vis-à-vis de mon image corporelle me font souffrir? Si je commence à avoir une forme de rigidification de mon comportement, si je ne peux plus manger qu'à certains horaires, si je ne peux plus manger de viande, au-delà des questions de croyances, de valeurs, d'engagement politique, qui sont aussi des engagements qui sont importants. Je veux dire, on va pas forcer quelqu'un qui est musulman à manger du porc. Ça n'aurait aucun sens. Ce serait juste méchant. On va pas, c'est un peu plus touchy, mais parce qu'on voit de temps en temps certains troubles des conduites alimentaires qui commencent par une forme de végétarisme. Mais ce végétarisme, il prend une forme un peu particulière. C'est-à-dire qu'il prend la forme de retrait de certaines catégories d'aliments qui sont les protéines animales, sans avoir de compensation par des protéines végétales derrière. Parce qu'en fait, le but de l'anorexie mentale, le but du trouble des conduites alimentaires, c'est de retirer des éléments de l'alimentation. C'est pas de compenser ses besoins. Et donc, dans une certaine mesure, par contre, pour le traitement de l'anorexie mentale, on va amener les gens à essayer à ne plus être végétariens, au moins durant la phase de traitement. Donc, est-ce que, en fait, j'ai des éléments qui se rigidifient dans le cadre de mon alimentation ou dans le cadre de mon activité physique? Si je vois que je ne peux plus m'empêcher de faire de l'activité physique ou que je me sens obligé de le faire et que je vais le faire quand même, même si je me sens pas bien, même si je suis malade, même si je suis blessé. À ce moment-là, on va commencer à se poser des questions sur le rapport de la personne à son alimentation ou à son activité physique, et ça doit être des signaux d'alerte qui vont amener à consulter. Mais également, est-ce que je commence à avoir des comportements qui sont inhabituels, bizarres? Est-ce que je vais commencer à me dire et puis à essayer de me dire qu'il faut que je vomisse après certains repas parce que j'ai trop mangé? Est-ce que je vais commencer à me dire que comme j'ai beaucoup mangé là, non pas je vais me restreindre parce que je vais moins avoir faim derrière, mais il faut que je me restreigne pour pouvoir compenser ce que je considère comme étant un trop. Euh, tous ces éléments-là, c'est des éléments qui doivent alerter et qui doivent allumer une petite lumière et qui doivent pousser à minima demander de l'aide, à minima demander une évaluation. Cette évaluation, elle peut déboucher sur rien, comme elle peut éventuellement déboucher sur le fait qu'on pose un diagnostic et qu'on puisse amener la personne à recevoir des soins adaptés. Dans les outils de dépistage assez simples qui sont utilisés, il y a l'échelle SCOFF qui est assez simple avec des questions qui permettent d'évaluer globalement
Enfin, c'est pas très spécifique, hein, mais ça permet d'évaluer globalement quand même si on a un rapport perturbé à l'alimentation, à son image corporelle, s'il y a une souffrance en lien avec ça, et de se dire bon bah là, si je réponds positivement à plus de 2 questions sur 5, il faut que j'aille consulter un professionnel et que je vois si je souffre pas de troubles des conduites alimentaires. Ça peut être une façon aussi un peu plus accessible et simple de se poser les questions et de se dire là j'aurais peut-être besoin de consulter, parce que c'est pas forcément évident de percevoir aussi les difficultés qu'on a avec son corps et avec son alimentation, de percevoir la souffrance aussi qu'on ressent, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une sorte de déni aussi au début des troubles alimentaires. Il y a aussi une forme de lune de miel où je me sens bien au début de la mise en place de ces conduites-là, donc je vais pas forcément ressentir de souffrance. Donc là, les questions de l'échelle SCOFF peuvent être intéressantes à reprendre. Et effectivement, si déjà je ressens une souffrance vis-à-vis de mon alimentation, de mon image corporelle, et que je vois que ça prend beaucoup de place finalement dans ma vie, il faut que j'aille consulter en fait. C'est pas censé prendre énormément de place dans notre vie. Notre alimentation est censée faire partie de notre vie et c'est indispensable à la vie, mais c'est pas censé prendre toute la place dans nos pensées et dans nos comportements. Donc voilà, et pareil pour l'image corporelle. Ouais, je pense que je sais plus si c'était pas toi, Camille, que j'avais vu sur un de tes réseaux, ou je sais plus, ou sur la vie des psys peut-être, je sais plus, où c'était quelqu'un qui disait j'ai commencé à guérir le moment où j'ai compris que je mangeais que je mangeais pour alimenter mon corps et que mon corps n'était pas, enfin, que c'était pas l'aspect en fait, c'était juste l'alimenter pour la santé. Et je pense que c'est vraiment la chose à faire retenir à tout le monde, c'est que l'alimentation doit être faite pour vous, pour votre corps, que ce soit pour votre bon fonctionnement, mais aussi pour votre bon plaisir, parce qu'on n'est pas ad vitam aeternam sur cette planète et que ce serait quand même con de pas profiter de toute cette bonne nourriture qui nous entoure. Écoutez, je pense qu'on est bon, parce que ça regroupe un peu avec les choses à retenir sur l'épisode, et puis on tourne depuis un bon bout de temps avec tous les petits problèmes techniques que j'ai pu avoir. Vous pouvez juste refaire le point sur où on peut vous trouver sur les réseaux? Oui, bah alors moi je suis principalement sur Instagram sous le pseudonyme de doc.tca. Et moi, je suis sur Instagram et sur YouTube sous le sobriquet de docteur Mentali, mais ça s'écrit dr.ment_ali. Pas compliqué les choses. _-8. Ça marche. De toute façon, vous serez en description de l'épisode, il y aura tous vos réseaux qui seront là, et comme ça, il n'y aura pas besoin d'aller chercher très loin pour vous trouver. En plus, moi, il y a 2 ans, j'ai sorti un livre qui s'appelle Jeune régime minceur, la grande manipulation, et qui reprend un peu toutes les croyances qui peuvent nous mener vers des troubles alimentaires, en fait. Aussi bien sur l'alimentation, le corps, le poids, l'activité physique. Et ça reprend aussi les idées reçues qu'on peut avoir sur les troubles alimentaires de façon très simple. C'est vraiment un livre grand public, mais qui parle de choses qu'on vit dans notre société au quotidien et qui peuvent nous mener à avoir des idées qui vont nous faire souffrir à un moment donné. Et donc l'idée, c'est de déconstruire en fait l'ensemble des idées et d'amener les personnes à avoir un regard plus critique sur ce qui nous entoure pour justement trouver leur propre équilibre et faire la paix avec tout ça. J'ai dit déjà quel épisode, ouais. Voilà. Mais n'hésite pas, si tu as un lien un peu global qui regroupe. C'est aux éditions Larousse. Ok. Mais je peux mettre un lien. Je regarderai ça. Je le mettrai en tout cas si vous voulez vous le procurer. Il n'y aura pas de problème. Mais écoutez, ça marche. On va pouvoir conclure. Je vous garde 30 secondes le temps que ça enregistre. Et puis après, je vous laisse aller dormir tranquillement. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Vous avez maintenant des outils pour prendre soin de votre santé au quotidien. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre 5 étoiles. Nous, on se retrouve dans 2 semaines. Ciao.